Causerie nocturne sur la musique du présent. Bonsoir à tous. Donc, Alexandre tenait à commencer par un peu de musique, donc peut-être il nous expliquera un peu plus en détail ce que c'était. Donc, juste pour vous rappeler donc, le fonctionnement des causeries, pour ceux qui sont jamais venus. Nous, on amorce une discussion avec Georges. Voilà, dès que vous avez envie, vous levez la main, on fait circuler un micro. Même si on n'est pas nombreux, il y a le micro qui circule comme ça. Ça permet d'enregistrer la causerie en fait, qui est diffusée après sur un journal en ligne qui s'appelle L'Insatiable. Voilà, donc dès que vous avez envie, vous n'hésitez vraiment pas à prendre la parole pour que ce soit le plus horizontal possible. On a mis aussi à disposition, n'hésitez pas à vous lever, à aller les chercher, voilà, différents ouvrages dans lesquels Alexandre a écrit. Voilà, je vous dis ça parce qu'il y a des choses assez différentes. Il y a un livre de poésie, il y a des recueils plus universitaires et puis un journal qui s'appelle Lundi matin. Voilà. Donc Georges va nous présenter notre invité. Bah ouais, t'as presque déjà tout dit puisque finalement c'est un peu ça qui nous a intéressés en découvrant par tes textes. Donc Alexandre Pierpont, bienvenue à toi. Et ce qui nous a plu finalement, ouais, c'était la diversité de tes approches. T'es anthropologue, professeur d'anthropologie à Paris 7, mais également poète. Et puis aussi, tu as écrit pour Lundi matin, un média en ligne dont nous sommes lecteurs. Et donc, c'est ça un peu qui nous a plu.
Donc peut-être, justement, on va revenir sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu avais un petit mot à dire sur ce que tu nous as proposé en guise d'écoute? Voilà, merci à vous d'abord pour l'invitation, c'est la moindre des choses qu'on commence par là. Et merci à vous d'être ici. Parce que c'est enregistré, je vais parler sagement dans le micro, mais je préfère parler sans micro. Donc il y aura un moment après aussi, hein, donc on pourra causer sans outillage. Oui, bah, ce n'est évidemment pas une séance d'écoute, et moi j'aime beaucoup le principe de ces causeries. Quand j'ai reçu l'invitation, c'est ça aussi qui m'a beaucoup attiré, que ce soit pas une conférence, que ce soit pas quelque chose de trop solennel, que ce soit même peut-être improvisé en partie. Et compte tenu de mes sujets, c'est important. Donc ce n'est pas une séance d'écoute, mais ça me semblait illégitime presque de parler de musique sans en écouter un tant soit peu. On vient d'écouter un extrait du dernier disque en grand orchestre de Mual Richard Abrams, pianiste, compositeur, improvisateur, chef d'orchestre donc, qui a été l'un des 4 créateurs de l'AACM. On en reparlera peut-être tout à l'heure. L'Association for the Advancement of Creative Musicians, qui a été créée en 1965 à Chicago par Mual Richard Abrams donc, et 3 autres musiciens, et qui a réuni très très vite de nombreux créateurs de ces musiques qui ne sont pas exactement du jazz en fait, d'où peut-être l'intitulé que Rémi et Georges ont choisi, on verra tout à l'heure. Mais c'est une surprise pour moi, mais c'est une bonne surprise. Mual Richard Abrams est décédé il y a 2 ans. C'était quelqu'un qui a été très important pour moi parce que j'ai fait ma thèse sur ce collectif de musiciens qui existe depuis 1965. Il a été créé en 1965, mais il existe toujours en 2019. Et Mual Richard Abrams était était une très très forte personnalité, pas simplement que du point de vue musical ou artistique. Et là, ce morceau-là, en plus, s'appelle Tribute to Julius Hemphill and Don Pullen. Julius Hemphill était un saxophoniste, Don Pullen un pianiste, mais tous les deux étaient des compositeurs et des improvisateurs de plein droit, et ils font partie de ce que moi souvent, c'est l'objet d'un des livres qu'il y a sur la table, j'appelle le chaînon manquant de l'histoire du jazz ou des musiques du chant jazzistique, à savoir celui de ces dernières décennies, qui ne correspondent pas à l'âge d'or et aux stéréotypes que l'on a sur le jazz. Voilà. Julius Hemphill, Don Pullen, Mual Richard Abrams, quantité d'autres bien sûr. Ce sont ceux qui ont réinventé ces musiques-là dans les années 70, 80, 90, 2000, jusqu'à nos jours. Donc voilà, ça me semblait pas mal de commencer par là. Ok. Bah justement, tu as évoqué la question du chant jazzistique. Peut-être parce que tu estimes que le mot jazz a certaines limitations. Nous, on appelait la conférence de ce soir, la causerie de ce soir, jazz, une appellation générique, exogène et abusive. C'est un titre qu'on a un peu tiré justement de ton ouvrage Le chant jazzistique. Alors, la citation exacte, c'est les abus d'une appellation et d'une définition générique exogène n'étaient pas assez. Une masse populaire fantôme, un peuple de dépannage est là pour ça, pour empêcher de voir ce qui se passe entre les hommes. Donc il y a quelque chose un petit peu aussi énigmatique dans la façon dont tu écris et qui est assez intéressant. Alors, pourquoi choisir l'appellation chant jazzistique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une nécessité peut-être d'ouvrir justement cette question du chant par rapport au mot jazz et dans la façon dont tu parles de définition générique et exogène? Est-ce que ça pourrait avoir trait à ce qu'on appelle l'appropriation culturelle? Oui. Et j'arrête là. Oui, évidemment que ça a trait à ça. Alors déjà, on va essayer d'être un tant soit peu interactif aussi, qui ici écoute cette musique qu'on appelle le jazz? Car je sais que vous venez tous d'horizons différents, voilà, donc vous êtes quelques-uns. Moi, a priori, je n'avais pas de problème en particulier avec ce mot-là de 4 lettres. Assez joli, assez infusif, assez excessif, même d'une certaine manière. Puis des mots avec 2 Z, c'est assez rare. Le propre, normalement, d'un ethnologue, d'un anthropologue, c'est aussi de se poser la question, entre autres questions, évidemment, hein, mais il n'y a pas besoin, après tout, d'être anthropologue pour ça, c'est comment les gens s'appellent eux-mêmes. Quel nom donnent-ils à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, et à cet univers, éventuellement, qu'ils partagent avec d'autres. Je me suis aperçu, en commençant mes recherches, très très vite, hein, que quantité de musiciens dits de jazz avaient de sérieux problèmes avec cette appellation, ce label. Et c'est très important, à toutes les époques. Ce qui veut dire aussi, d'une certaine manière, que c'est assez intéressant, parce que si on réfléchit au début du XXIe siècle, et vous le savez peut-être, dans les évolutions de cette musique-là, quantité de musiciens du CNSM ou d'ailleurs,
et pas seulement de France, éprouvent le besoin de réintroduire de la diversité, de la multiplicité, de la variété à l'intérieur de leur musique. Mais ce n'est pas que du jazz. En fait, la question déjà, et je pense qu'elle est liée au terme et à l'usage des termes, pas simplement de jazz en général, l'usage du langage, c'est que pour pouvoir dire que ce n'est pas que du jazz et que c'est plus que ça, il faut déjà avoir une définition limitative de ce que le jazz serait. Donc à partir de quel moment cette définition limitative arrive-t-elle, et est-ce qu'elle n'arrive pas dès lors même qu'on se met à parler de jazz? J'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'à toutes les époques, dès les années 20-30, dès que le terme devient de notoriété publique, dès qu'un commerce musical se crée autour de ces nouvelles musiques, à l'époque, sans s'interrompre du tout depuis, à toutes les époques, dans les années 40, dans les années 60, dans les années 80, aujourd'hui, je continue d'ailleurs à tenir une liste de tous les termes qu'inventent les musiciens pour caractériser leur musique, pas forcément les définir, mais les caractériser et qui réfutent ce terme de jazz. Alors il y a différentes raisons qui ne sont pas forcément toujours toutes les mêmes. Il peut y avoir une raison très afro ou africaine-américaine qui est le jazz, ça renvoie à une certaine économie nocturne du plaisir et qui donc décrédibilise notre musique d'un certain point de vue, qui la crédibilise d'un point de vue mais qui la décrédibilise de l'autre, qui fait que ces musiques ne seraient pas faites pour l'ensemble de la population, pour les familles, pour les enfants, pour les vieillards. Non, ce serait uniquement pour les oiseaux de nuit, pour les marginaux. Une autre raison qui serait que tout à coup ça la classe ou ça la renvoie ou ça la limite encore une fois du côté des musiques dites populaires par rapport aux musiques dites savantes. Voilà, il y a différentes raisons, je ne vais pas toutes les lister ici, mais voilà, il y a une méfiance à l'égard de ce terme qui encore une fois remonte à très loin. C'est-à-dire que c'est une méfiance aussi qui n'est pas écoutée. Et qui d'une certaine manière aussi n'est pas écouté, peut-être ne peut pas l'être, parce que justement un commerce musical s'est mis en place et qu'il a besoin d'un qualificatif pareil, et qui pose donc à partir de là quantité de problèmes. Une chose très intéressante, et je le dis tout de suite en passant, c'est que je n'ai pas de meilleur terme à proposer. Donc encore une fois, si j'en reviens à une position épistémologique de base de n'importe quel anthropologue ou ethnologue, par quel terme se nommons-nous nous-mêmes? Les musiciens, la plupart des musiciens du chant jazzistique, alors je reviendrai sur cette expression dans un instant, mais ne proposent pas un meilleur terme à la place, ni dans les années 20, ni dans les années... Il y a eu des tentatives, bien sûr, mais aucune d'entre elles n'a jamais pris. Si je reviens juste sur le terme qu'utilise le plus souvent, et encore, ça ne fait même pas l'unanimité, les musiciens de l'organisation sur laquelle j'ai fait ma thèse, la ACM, donc Association for the Advancement of Creative Musicians. On retrouve l'expression qui a fait florès un peu depuis les années 60, sans encore une fois recueillir une unanimité des voix, musique créative. D'ailleurs, il y a un débat très très intéressant en 1965 entre ces musiciens-là, que pour faciliter les choses, on dirait plutôt venus du jazz. Parce que malgré tout, vous m'entendrez prononcer le mot, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas le contourner. Quand j'écris, c'est plus facile, je mets des guillemets. Donc voilà, donc là je ferai un temps d'arrêt de une nanoseconde avant d'utiliser le terme. Donc ils se définissent plutôt, ils ont un débat entre eux en 1965, il faut que vous imaginiez les choses aussi. Donc on est dans le ghetto de Chicago, dans le South Side de Chicago, au milieu des années 60, dans la décennie du mouvement des droits civiques, au moment où le mouvement des droits civiques bascule dans le mouvement du Black Power, au moment où le Black Power développe une aile culturelle, c'est le Black Arts Movement, dont la ACM va faire partie. Et donc, ils ont cette conversation entre eux. Aucun d'entre eux n'est connu en dehors de Chicago à ce moment-là. Et ils se disent, donc voilà, on va faire une association pour le développement ou pour la promotion, Association for the Advancement, de la musique créative. Et même là, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, mais non, mais on ne sait pas ce que c'est que la musique créative. On sait qu'il y a quelque chose de créatif dans les musiques que nous jouons, mais est-ce qu'on peut pour autant dire que voilà, nous serions les détenteurs de la musique créative, donc les autres musiques ne le seraient pas? Ça pose problème, évidemment. Donc, ils ont décidé plutôt de se définir en tant qu'individus. Creative musicians. On ne sait pas ce que c'est que la musique créative, mais on sait qu'on est des musiciens créateurs. Donc, déjà, toutes ces prudences épistémologiques ou lexicales me semblent toujours très, très, très importantes. Donc, ça, c'est une expression. Il en existe quantité d'autres qui chacune pose des problèmes. Et donc, moi, j'en suis presque venu à penser que plutôt que de vous proposer là maintenant, j'arrive même pas à me le proposer à moi-même, alors c'est dire, plutôt que de proposer une expression plutôt que jazz, il faut aussi se poser la question de pourquoi cette musique a recueilli ce nom-là et quel usage en a été fait, d'une part. Et donc là, on serait peut-être dans des mécanismes de l'appropriation culturelle. Et d'autre part aussi de se poser la question, mais est-ce que finalement les musiciens créateurs n'auraient pas vis-à-vis du langage le même rapport qu'ils ont vis-à-vis de l'organisation des sons?
toujours, et l'improvisation aidant, toujours éminemment variable? Est-ce que la question n'est pas finalement de ne pas avoir toujours envie de réutiliser l'entièreté du langage pour à chaque fois se représenter, se présenter et se reformuler comme ils le font en musique? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui tendanciellement va dans cette direction, c'est chez ces musiciens-là. Alors, comme il fallait bien, parce que moi je suis dans la posture dite du scientifique, que j'arrive à nommer les choses sans pour autant les kidnapper ou les capturer, j'ai repris une expression qui n'est pas de moi, hein, qui est de Michel-Claude Jallard, qui a été un critique de jazz très important en France, dans Jazz Magazine notamment, dans les années 50, 60, 70, et qui avait écrit un livre à la fin des années 50, si je me souviens bien, qui s'appelait « Le jazz est-il encore possible ?» Ce qui montre bien, hein, et là on est en plus à la Villette, hein, quand ils reprennent l'expression de Frank Zappa, « Jazz is not dead », comme si c'était une impertinence quelconque, ça fait plus de 50 ans, voire peut-être 100 ans qu'on se pose cette question-là. Elle n'a rien de nouveau. Hein. Déjà, un critique de jazz français, il n'était pas le premier, se pose la question, le jazz est-il encore possible? Il n'est pas sûr de la réponse, il penche plutôt vers le non, Michel-Claude Jallard, mais peut-être que le problème, c'est qu'un certain jazz qu'il a aimé et qui justement a fait l'objet d'une certaine forme d'exploitation commerciale et esthétique finalement, ne peut plus exister tel quel et qu'il lui faut donc soit imaginer qu'on passe à autre chose. Il a quand même, je me souviens même pas si c'est pas dans une note de bas de page tout simplement, il risque quand même l'expression de chant jazzistique parce qu'il perçoit déjà pour la fin des années 50, on est juste avant l'avènement du free jazz, qu'avec le développement du bebop dans plusieurs directions, vers le hard bop, vers le third stream, vers le cool, vers le west coast, etc. Tout ce qui se passe, donc cette extraordinaire pulvérisation des esthétiques jazz qui a déjà lieu dans les années 50, l'amène à penser que peut-être que plutôt, mais il n'en est pas tout à fait convaincu, mais il risque l'expression chant jazzistique. Donc voilà, mais il n'en fait pas, il n'en dresse pas la théorie pour autant ou quoi que ce soit. Et moi, je me suis dit, non, je ne vais pas en dresser la théorie à mon tour, mais elle présente au moins l'intérêt, cette expression, d'être une expression plutôt qu'un label, déjà. Donc il y a cette forme de prudence-là, qui désigne tout de suite à l'attention le fait qu'on va devoir parler de quelque chose de multiple. Et évidemment, le terme de chant est suffisamment utilisé dans les sciences humaines pour être facilement compris par tout le monde. Avec évidemment le jeu de mots sur le chant, C-H-A-N-T, si on veut. Et alors, quel rapport t'entretiens vis-à-vis de la périodisation du jazz, qu'on entend souvent, et du mode de connaissance qui repose sur le langage? Nous, c'est vraiment notre rapport ici, dans cette institution, qui est éminemment critiquable, mais on apprend la musique par le langage, et du coup, moi, quand j'ai fait un peu de fac, et quand j'étais à la fac, j'ai appris le jazz, l'histoire du jazz par l'évolution du langage. Et du coup, est-ce que du coup pour toi c'est des modes de connaissance exogènes? Est-ce que, à ton avis, c'est des projections de savoir, par exemple issues de ce qu'on appelle la musique classique, ou tu parles de théorie évolutionniste de l'anthropologie, qui serait un autre plaquage extérieur? Je pense qu'il faut revenir à la réalité des hommes et des femmes qui ont créé ces musiques-là, dès le départ, encore une fois. C'est-à-dire, on dit souvent de la Nouvelle-Orléans que c'est le berceau du jazz. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un lieu qui a cristallisé quand même quantité de choses qui se déroulaient aussi ailleurs et qui se sont simplement cristallisées moins vite ou qui ont reçu la toute première cristallisation de la Nouvelle-Orléans comme héritage direct et qui se sont du coup développés chacun à leur manière. Bref. L'invention culturelle en termes anthropologiques, l'invention culturelle est absolument phénoménale d'individus sortis de l'une des formes d'esclavage les plus terribles que l'humanité ait produites, parce qu'il y en a quantité des formes d'esclavage évidemment, mais celle-là, voilà, on ne va pas en faire l'histoire maintenant, je suppose que vous la connaissez. C'est-à-dire ces individus qui sont, pour reprendre l'expression de Ralph Ellison, la personnalisation vivante du négatif, les esclaves noirs de peau, qui sont donc anonymisés en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que population. C'est pas simplement de leur liberté qu'on les prive, évidemment, c'est de tout ce qui ferait leur personnalité individuelle et collective, et qui se saisissent assez rapidement dès... il y avait des antécédents, bien sûr, mais plus particulièrement après l'abolition de l'esclavage, après ce qu'on appelle ici en France la guerre de sécession, la guerre civile américaine, et qui se saisissent de différents types d'instruments de musique, de différentes esthétiques musicales, de différentes traditions populaires et savantes de l'époque.
hein, pour produire quelque chose auquel ils ne donnent pas de nom, d'ailleurs, hein, pour produire simplement cette expression humaine de leurs conditions, et aussi pas simplement de leurs conditions au sens où elles seraient attestées et avérées, mais aussi de ce qu'ils doivent en faire désormais, avant même qu'elles portent un nom et qu'un commerce puisse se faire à partir d'elles. Je pense qu'il faut repartir de là. C'est très important parce qu'encore une fois, vous le savez, là je parle évidemment d'une époque qui est le tournant du XXe siècle, c'est-à-dire le moment où la musique enregistrée va se mettre à apparaître. On n'a pas de traces exactes évidemment, et même les tout premiers héros, presque on pourrait dire en termes anthropologiques, des héros civilisateurs, les tout premiers héros de cette musique-là, comme Buddy Bolden, n'ont laissé aucune trace de leur musique. Elle n'a pas été transcrite, il n'y a pas de partition que l'on puisse relire et observer à défaut de musique enregistrée. Voilà. Et tout à coup, il va y avoir cette explosion-là, et cette musique d'anciens esclaves ou de fils et de filles d'anciens esclaves, première, seconde génération, hein, va tout à coup, en l'espace de quelques instants, se répandre à l'échelle pratiquement de la planète. On exagère toujours un peu quand on dit ça, mais enfin, en tout cas, ça va se répandre internationalement et d'abord en Europe. C'est quand même assez colossal, hein, quand on réfléchit que le premier, symboliquement aussi, puisque ça fait 100 ans pile, hein, le premier disque de jazz est enregistré en 1917. Évidemment, c'est un orchestre blanc déjà, c'est assez intéressant. On peut aussi se dire ça, hein, que des musiciens blancs en 1917, ce ne sont pas les premiers. Il y en avait d'autres déjà à la Nouvelle-Orléans. Mais l'Original Dixieland Jazz Band, qui est le premier groupe à pouvoir enregistrer un jazz, 2 S à l'époque et pas 2 Z, est un groupe entièrement blanc. Donc déjà, des blancs se disent qu'ils peuvent reprendre une musique de noirs, compte tenu de ce que socialement et politiquement les États-Unis sont. Socialement et politiquement, les États-Unis d'Amérique, c'est quand même pas tout à fait anodin. Ça pose tout un tas de questions qui vont se reposer perpétuellement à partir de là, aussi en Europe d'ailleurs, hein. Et c'est cette même année où ce premier disque se met à apparaître qu'arrive en Europe, avec le déclenchement, enfin, pas le déclenchement, avec le ralliement des États-Unis d'Amérique à la cause des Alliés dans la Première Guerre mondiale, et que débarquent les premiers régiments afro-américains qui répandent cette musique-là tout de suite, qui va ensuite trouver en plus un renfort supplémentaire avec donc l'industrie musicale. Quand on dit l'industrie musicale, c'est l'industrie de la musique enregistrée. Tout ça va à une vitesse absolument colossale, hein, à la vitesse d'une traînée de poudre. Hein, si vous pensez à quelqu'un comme Sidney Bechet, qui est assez connu en France, dont la mémoire a au moins été conservée, il faut quand même s'imaginer que ce clarinettiste et saxophoniste, dont on ne sait pas très bien au départ, aussi excellent soit-il, s'il se pense lui-même comme un amateur ou un professionnel, la question ne se pose pas d'ailleurs pour les musiciens de la Nouvelle-Orléans, hein. Mais la musique est quand même quelque chose qu'on peut exercer et qui peut permettre de s'en sortir. En quelques années, il leur deviendra d'ailleurs à un moment, hein, une période de vache maigre pour lui, cesse d'être teinturier et devient saxophoniste, se retrouve en Europe, mais jusqu'en Union soviétique, je crois jusqu'en Turquie, en Égypte, grâce à la musique, alors que quelques années plus tôt, voilà, il se promettait un destin à peu près misérable, pas forcément malheureux, mais misérable, il y a une différence, hein, à la Nouvelle-Orléans. Voilà, ces choses-là, je pense que c'est absolument fondamental, parce que là, c'est ce qui sort d'une population afro-américaine qui, en plus de ça, offre aussi quasi immédiatement, que ça soit volontaire ou involontaire, importe peu finalement, même si ça va aider des réappropriations culturelles, le fait que ça soit pas nécessairement pensé, et tout à coup va se mettre en place, enfin pas tout à coup, progressivement va se mettre en place tout un appareil de production, de promotion, de diffusion. Ça va être progressif, bien sûr, hein. C'est pas des clubs et des festivals tout de suite, c'est pas des médias tout de suite, mais il va y avoir une critique qui va se faire, positive ou négative, autour de ces musiques-là, et il va y avoir aussi bien côté américain que côté européen, tout cet appareil qui va se mettre à se développer et qui n'est pas le fait des musiciens. Les musiciens ne sont pas interrogés, hein, à ce moment-là, ou très très peu. Il n'y a pas de grands entretiens de musiciens comme on en trouve aujourd'hui ou comme on en trouve depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc tout un discours critique va se mettre en place et fait de diverses fantasmagories, hein, y compris chez les écrivains et les poètes européens qui découvrent ces musiques-là. Quand même pas oublier que dans les années 20, en France par exemple, hein, ce sont des gens comme Jean Cocteau, comme Michel Léris, comme Georges Bataille, comme Robert Desnos, comme Philippe Soupeau, c'est plutôt des poètes et des écrivains, hein, plutôt surréalistes d'ailleurs, qui se mettent à écrire autour de ces musiques-là. Ils n'ont pas de prédécesseurs, ils n'ont pas d'antécédents. Et tout à coup, cette musique surgit, ils éprouvent le besoin d'en dire quelque chose en étant plus ou moins bien informés.
amateur de toute façon. Donc il n'y a pas encore de critique spécialisée, elle va apparaître progressivement avec les jazzotes, etc., les hot clubs de France, etc. Bon, je ne vais pas refaire toute cette histoire-là. Mais donc cet appareil se met en place progressivement à différents endroits, au niveau de la musique enregistrée et de sa diffusion, aussi bien par disque et par la radio, qui a eu une importance terrible aussi dans ces musiques-là, mais également progressivement par des lieux de diffusion, qui seront plutôt des clubs, des cabarets, des dancing, etc. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, des festivals. Et ainsi de suite. Le discours universitaire est arrivé très tardivement, et même, on pourrait dire, à l'échelle de cette histoire, plutôt récemment. Et musicologique, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est quelque chose... Et tout à coup, les musiciens n'ont pas eu la parole pendant très très longtemps. Ils commencent à l'avoir véritablement, et on ne fait pas vraiment attention à ce qu'ils disent, après la Seconde Guerre mondiale, et surtout à partir du free jazz dans les années 60. C'est-à-dire que quoi qu'on pense du free jazz, c'est aussi le moment de ce que Michel de Certeau appelait justement à ce moment-là, pour mai 68 en France, la prise de parole. C'est une expression qu'on utilise, qu'on retrouve un petit peu aussi aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas pour rien. Il y a une prise de parole qui est effectuée par les musiciens, et on n'y fait pas nécessairement tout de suite attention. Mais ils commencent à dire des choses, et tout à coup on se met à découvrir que les choses qu'ils disent recontextualisent l'ensemble de cette histoire d'une autre manière que ce qu'on avait pensé qu'elle était. Y compris les musiciens de l'ancienne génération, qui vont, par exemple, se mettre je pense à une très belle citation de Sidney Bechet, je dois l'avoir ici d'ailleurs, par rapport au fait que c'est enregistré aussi ce soir. Si vous voulez juste remplir, je vais chercher la citation, je reviens. Ne bougez pas. Il faut que je la retrouve aussi. Mais elle doit être quelque part par là. J'aurais dû le préparer, mais comme c'est improvisé, je ne l'ai pas préparé. Donc c'est dans l'autobiographie de Sidney Bechet. Tu chanteras le silence. Alors, quelque part par là... Ou alors tu enregistres le bruit des pages que je tourne. Ah voilà, c'est pas trop. Avec ça, c'est quand même absolument fabuleux. Après l'émancipation, tous ces gens qui avaient été esclaves, ils avaient besoin de la musique plus que jamais. C'était comme s'ils essayaient de découvrir dans cette musique ce qu'ils étaient censés faire de leur liberté. Jouer de la musique et l'écouter, attendre qu'elle exprime ce qu'ils avaient besoin d'apprendre, dès lors qu'ils avaient compris que la musique ne devait pas seulement atteindre la population blanche, ou leur propre population, mais qu'elle devait aller droit vers la vie, et ce qu'un homme fait de sa vie quand elle a fini par être la sienne. Voilà, c'est absolument une citation absolument magnifique et sur les pouvoirs de la musique. Je reviens juste sur quelques passages que vous avez déjà compris, mais qui sont vraiment formidables. C'est la musique qui va montrer aux hommes, aux femmes, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont, censés faire de leur liberté. Alors on peut comprendre par rapport à leur histoire, mais on peut aussi transposer, parce que peut-être que d'une certaine manière, certains musiciens américains blancs, ou européens, ou japonais, ou sud-africains plus tard, ont senti, tout en n'ayant pas exactement partagé cette histoire-là, mais ont senti que c'est ce que ces hommes et ces femmes afro-américains avaient commencé par faire, et à construire à travers une musique, et que donc peut-être qu'eux-mêmes, avec une autre histoire, pouvaient partir dans la même quête. Mais vous y pensez, il y a un certain nombre de musiciens ici, j'imagine, êtes-vous prêts et pensez-vous que votre pratique musicale, artistique, donc si on veut, est quelque chose qui va vous montrer ce que vous pouvez faire de votre liberté? Il faut arriver à concevoir ça. C'est une idée magnifique. On peut tout de suite la trouver très très belle, très très résonante du coup, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on le pense vraiment pour soi-même? Vous et moi. Quand je dis vous, je pense à moi aussi. Donc jouer de la musique et l'écouter, attendre qu'elle exprime, il insiste, que la musique exprime ce qu'ils avaient besoin d'apprendre. Donc vous n'êtes pas en train d'appliquer vos connaissances, et là on est peut-être totalement dans la littérature et l'oraliture, vous n'êtes pas en train d'appliquer vos connaissances et vos méthodes, c'est de votre pratique que va naître un savoir qui va peut-être éventuellement être utilisable ailleurs. Dès lors qu'ils avaient compris que la musique ne devait pas, mais qu'elle devait aller droit vers la vie et ce qu'un homme fait de sa vie quand elle a fini par être la sienne. Alors ça, c'est évidemment pour un descendant d'esclaves une question prégnante, quand la vie a fini par être la vôtre.
Mais, et avec tout le respect qui est dû à cette histoire, qui n'est évidemment pas la mienne, ni la vôtre, mais est-ce que je peux l'appliquer ensuite à d'autres types de musiciens et peut-être aussi à d'autres types d'amateurs de ces musiques-là, hein? Est-ce que cette musique aurait le pouvoir de nous apprendre, de nous montrer, de nous pointer la direction, hein, de ce que la vie peut être quand elle finit par être la nôtre? Parce que je ne suis pas persuadé qu'un certain nombre de grands musiciens postérieurs à Sidney Bechet, bien sûr, hein, des musiciens comme Charlie Parker, ou comme John Coltrane, ou comme Steve Coleman, hein, n'ont pas aussi cette idée-là. Boum, un blanc. On en reste quoi? Du coup, pour revenir un petit peu à la question du chant jazzistique, on voit bien dans la façon dont tu cites Sidney Bechet que mais en fait les acteurs de ce chant-là y attachent une sorte de volonté politique, ou en tout cas un imaginaire qui serait relié à une question politique. Est-ce que de ce fait, parce que dans la musique classique, on a plutôt tendance à chercher à autonomiser la musique, on a tendance à penser l'art pour l'art, ce genre de choses. Toi, d'une part, est-ce que tu envisages une forme d'autonomie du chant jazzistique, puisque tu en parles à un moment dans ton bouquin, et tu parles de la question de l'autonomie, et dans ce cas-là, est-ce que tu limites, ou est-ce qu'il y a des bornes qu'on peut mettre au chant jazzistique, et est-ce qu'il y a des points de passage entre l'intérieur et l'extérieur de ce chant-là? Alors là, il y a plusieurs questions, hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les traiter. Non, oui. Je vais faire ce que je peux. Alors l'intérieur et l'extérieur, c'est quelque chose qui me... Peut-être que je vais vous faire d'autres citations après, mais tu me le rappelles, éventuellement je terminerai par là, mais c'est quelque chose évidemment de crucial. L'intérieur et l'extérieur du jazz, hein, du chant jazzistique, d'une forme d'expression artistique, peu importe, d'une culture. Hein. Encore une fois, c'est la manière avec laquelle on parle des régimes d'identité. Alors, des régimes d'identité qui peuvent être celles de cette musique qu'on appelle improprement jazz, donc, hein, mais de n'importe quelle forme d'identité. L'identité française, dont il a beaucoup été question récemment. Dès lors que vous avez une certaine forme de compréhension, mais ça a été beaucoup dit par quantité pas simplement de gens qui s'intéressent à la politique, mais à la culture, et pas que des anthropologues, hein, dans les cultural studies, les post-colonial studies, etc., ces dernières années. Hein. Mais dès lors que vous définissez d'une certaine manière, c'est cette certaine manière, évidemment, qui est intéressante ou problématique, une identité individuelle ou collective, cette certaine manière peut induire que vous allez penser qu'il y a des conditions à remplir pour être ceci. Et si vous ne remplissez pas ces conditions, évidemment, ça pose problème. Vous ne l'êtes pas tout à fait, y compris français. Et aussi des limites à ne pas dépasser. Non, on ne dépasse pas les bornes. Donc si on reste strictement au sujet du jazz, et là pour le coup je dis vraiment volontairement pas chant jazzistique, hein, voilà, il y a des conditions à remplir pour que ça soit du jazz, il y a des limites à ne pas dépasser pour que ça le reste. Et on voit bien qu'en fait, toute l'histoire du jazz, mais c'est pas que celle du jazz d'ailleurs, c'est des conflits qui existent à l'intérieur de quantités d'expressions artistiques, qui sont censées être l'expression de la liberté aussi, puisqu'on en parlait il y a un instant, sont en fait des luttes permanentes pour dire oui mais non, mais ça c'est pas censé être du jazz, mais on a envie de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas parce qu'on est censé rester des jazzmen et women, ou on le fait parce que la question c'est pas si c'est du jazz ou si c'est pas du jazz. La question c'est qu'on a envie de le faire et qu'on peut le faire et qu'on sait le faire. Ou que si on ne le sait pas encore, on va apprendre, justement. Hein, comme Sidney Bechet demandait à ce qu'on apprenne. Et ça reste nous-mêmes. Alors comment une identité peut se composer ou s'improviser, et je ne fais pas que jouer sur les mots quand tout à coup j'utilise ces notions familières de ces musiques, hein, comment une identité peut se composer et s'improviser en acceptant aussi d'être le contraire d'elle-même, sans forcément être contradictoire avec elle-même. Et ça, ce sont des problèmes anthropologiques majeurs, hein, qui ne sont pas que des problèmes et qui renvoient peut-être aussi à une certaine manière de comprendre la logique et l'identité, donc en Occident. C'est de vastes problèmes. Je pense que déjà pour les déconstruire ou les appréhender un tant soit peu, il n'est pas inutile d'essayer de ne pas renvoyer ce qu'on appelle le jazz face à ce qu'on appelle le classique. Hein, c'est l'un des pièges aussi.
Quand je vous dis tout à l'heure que ce sont des gens comme Desnos, Léry, Soupeau, Cocteau et autres qui accueillent critiquement cette nouvelle musique dans les années 20 en France, c'est pas non plus tout à fait un hasard. Ce sont quand même des individus. Parce que les critiques musicaux de l'époque, il y en a bien sûr, mais pour d'autres musiques, et notamment donc le classique, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire l'immense majorité, est pour le moins sceptique vis-à-vis de ces nouvelles musiques. C'est quand même pas par hasard que ce soit des poètes, et qui plus est, des poètes plutôt révolutionnaires pour leur époque, et pas simplement révolutionnaires dans l'art qu'ils exercent, mais par les prises de position qu'ils ont à l'intérieur du groupe surréaliste, dadaïste et autres, qui estiment, sans pour autant leur épargner certaines méprises, mais peu importe, ça fait partie du jeu, qui soient prêts à recevoir l'apport de ces musiques-là et à commencer à les mesurer. Je pense que ces musiques-là ont été coincées très tôt et le sont encore, même si ça a changé au fil du temps, entre d'une part la confrontation avec la vraie musique sérieuse, savante, de qualité, voilà, véritablement représentative de l'intelligence en musique, qui serait donc la musique de tradition occidentale dite classique. Ça pose encore plus de problèmes que jazz, la musique classique. L'expression musique classique, évidemment, ça vous le savez. Et puis plus tard aussi le fait que ces musiques du chant jazzistique aient été finalement quand même cataloguées du côté des musiques dites populaires, aussi ça pose problème comme expression. Et qu'elles soient en permanence dans cette sorte de rapport, alors là on revient à ta question précédente, Georges, mais qu'elles soient sans arrêt en train de devoir se justifier d'être des musiques au moins aussi intelligentes que les autres. Et puis, quand elles se sont justifiées d'être des musiques au moins aussi intelligentes que les autres, elles doivent tout à coup dire oui, mais on est quand même des musiques pas trop sérieuses et on peut profiter de nous. Regardez, on est encore populaire. Si, on est encore populaire. Parce qu'elles ont perdu leur popularité depuis un certain temps déjà. Enfin, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire que perdre sa popularité ? Ça, il faudrait se poser cette question-là. Donc, elles ont cessé d'être des musiques commerciales, ça c'est sûr. Mais voilà, est-ce qu'elles ont cessé d'être des musiques populaires ? C'est une autre question. Et donc elles sont dans ce problème alors qu'il faudrait créer une circulation. Alors qu'en vérité, véritablement appréhender ce que font les musiciens, donc créateurs, je vais les appeler comme ça, depuis quelques décennies maintenant, c'est de créer cette sorte de circulation, mais Duke Ellington le faisait déjà, de créer cette sorte de circulation entre des musiques festives et dansantes, comme l'extrait qu'on a écouté, qui est une sorte d'hymne, littéralement, presque une fanfare des temps modernes ou post-modernes. Donc voilà, et qui par ailleurs, là je ne parle pas de l'extrait, de ces musiques-là aussi, sont très bien capables d'aller vers des constructions et des élaborations qui pourraient renvoyer à ce que l'on prend pour de la musique sérieuse. Mais ça interroge ces catégories-là. D'ailleurs, il est préférable, je pense, d'utiliser ces musiques-là comme des prismes ou des talismans pour réinterroger ce qui est censé être populaire et ce qui est censé être sérieux, et d'en voir éventuellement aussi le conditionnement et les limites, plutôt que d'essayer de les justifier d'un côté ou de l'autre. Ce qu'on retrouve aussi dans le programme des festivals et des attachés de presse et des journalistes à l'heure actuelle, en 2019 en France et ailleurs. Voilà, c'est que tout à coup, quand, on en parlait brièvement tout à l'heure, mais quand George Lewis, Roscoe Mitchell et Ty Chancery passent à la Philharmonie avec des œuvres entièrement écrites en janvier dernier, on les présente quand même comme des jazzman. Parce qu'ils sont noirs de peau et qu'ils ne s'habillent pas tout à fait comme Pascal Dussapin, mettons, au hasard. Donc tout à coup, voilà, il est à peu près normal que... Et donc, alors que leur musique, on en pense ce qu'on veut, encore une fois, les musiques qu'ils ont proposées ce soir-là, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, c'était mi-janvier, étaient d'obédience strictement classique. Et classique contemporaine, parce qu'ils sont capables de faire ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser un peu dans ton travail d'anthropologue, donc tu as fait une thèse sur l'AACM, dont tu as déjà parlé, mais voilà, comment tout le champ jazzistique repose sur justement ce que tu viens d'expliquer, les propos des musiciens, enfin tu construis un peu je parle du livre là-dessus, et est-ce que tu peux un peu préciser ce que tu as fait en les suivant justement, un peu la méthodologie de l'anthropologue à ce niveau-là, quoi. Puisque nous, on ne connaît pas du tout ça. La méthodologie de l'anthropologue ? Vous avez 3 heures ? Je ne vais peut-être pas vous parler de façon trop approfondie de ça, mais disons que moi, je m'étais confronté à un autre type de problème aussi. Encore une fois, il faut mesurer. Là, je suis revenu à la grande histoire, au sens où c'est de l'histoire ancienne.
Mais quand moi j'arrive au début du 21e siècle et que je m'intéresse à ces musiques-là, parce que j'y ai goût, hein, aussi tout simplement, je suis un amateur de ces musiques-là, on ne m'a pas forcé. Hein. J'ai eu la chance de choisir ce type de... Moi je me pose une question, j'ai été aussi éveillé par différents types, pour différentes raisons, par ma famille, par des amis, par des fréquentations. Et je me pose simplement cette question-là. L'un des discours qu'on en entend le plus, qu'on entend toujours aujourd'hui, un peu moins d'ailleurs, mais enfin il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'était un peu plus prégnant. C'est du fait de l'internationalisation très précoce de ces musiques-là, hein, qu'elles n'appartiendraient plus à personne et à aucune communauté en particulier. C'est-à-dire qu'il y a aussi un discours qui me pose problème. Moi, en tant qu'anthropologue, hein, je mets de côté l'amateur de musique que je suis, que je vais réintégrer après, mais je me dis très bien, le fait est que depuis la Nouvelle-Orléans, donc très vite, très tôt, hein, indéniablement, ces musiques-là n'ont pas été jouées que par la population noire des États-Unis, mais très vite par la population blanche des États-Unis, très vite par la population blanche d'Europe et par d'autres populations ensuite. C'est un fait avéré, indéniable donc. Est-ce que pour autant, ces musiques ont cessé d'être jouées par les Afro-Américains à toutes les époques? C'est-à-dire au-delà de la Nouvelle-Orléans, dans les années 20, 40, 60 et jusqu'à nos jours. Et faut-il à tout prix décréter qu'une musique, pour qu'elle puisse exister, elle soit... Encore une fois, c'est cette manière de catégoriser et d'utiliser des oppositions binaires, finalement, hein, voilà, j'appartiens à un courant qui a plutôt envie et tendance à les déconstruire. Est-ce qu'il faut forcément qu'une musique soit la musique d'une communauté pour être décrétée musique communautaire, musique du monde éventuellement, comme on dit aussi, avec toutes les critiques dont on est redevable du coup, hein, une musique communautaire, donc c'est un peu une musique peut-être très belle, mais un peu refermée sur elle-même, repliée sur elle-même, qui manque d'évolution, etc., etc., etc. Ou alors est-ce que la grandeur d'une musique, c'est aussi qu'elle s'ouvre au monde, hein. Vous savez que l'Occident est très très fort pour montrer aux autres cultures du monde comment on s'ouvre au monde, hein, c'est-à-dire à lui, ou à sa version du monde. Et là, tout à coup, elle acquiert éventuellement ses lettres de noblesse. Donc, mais indépendamment du mauvais esprit un peu facile que je viens de faire, est-ce qu'une musique ne peut pas être les deux? Et par exemple, pour des Afro-Américains, hein, est-ce que ça ne peut pas continuer à être la musique de leur communauté, ou l'une des musiques de leur communauté? Il y en a plusieurs, évidemment. Elles sont en communication les unes avec les autres. Et par ailleurs également, sans qu'il y ait contradiction, effectivement, pour des raisons sur lesquelles il est intéressant évidemment de s'interroger, une musique qui n'est pas que celle de leur communauté, mais qui est celle éventuellement de la nation américaine, de l'ère culturelle occidentale, voire internationalement encore un peu au-delà. Est-ce que ça peut être les deux à la fois, comme on disait à l'instant, en termes de circulation et intérieur-extérieur, hein, comme on parlait, on abordait le sujet du populaire et du savant précédemment. Voilà. Est-ce que ça peut être ça aussi? Est-ce qu'on peut être à la fois musicien d'une communauté, musicien d'une nation et musicien du monde, et circuler entre ces trois dimensions? Est-ce que c'est pas même la formule de délivrance de pouvoir circuler entre ces trois dimensions, hein? Donc ça a été ma question. Et notamment, alors il y a une manière toute simple avec laquelle je me la suis posée, c'est que maintenant les choses sont intégrées et synthétisées, même on va dire, mais il y a encore une vingtaine d'années, tout passe très vite, hein, on était dans la fin du mouvement qui avait vu l'émancipation d'un jazz européen, ou de jazz au pluriel européen. Et c'est une très bonne chose en soi, hein. Il y a pas, au contraire, c'est-à-dire que le jazz européen cessait d'être un jazz à la remorque du jazz américain, qui reproduisait les grands principes du jazz américain. Et c'est aussi l'un des acquis du free jazz, en passant, hein, faut quand même le dire. C'est-à-dire que les grands créateurs de jazz européens ne sont pas nécessairement des free jazzman, c'est pas la question, mais le free jazz a permis à des Européens, hein, de se libérer, free jazz aussi, hein, de se libérer d'une tutelle ou d'un modèle américain pour explorer ce que serait leur propre version du jazz. Et pas simplement être dans, voilà, je suis aussi excellent que vous au jeu que vous avez créé. Et ce qui a d'ailleurs, soit dit en passant, fait très plaisir aux Américains eux-mêmes que les Européens finalement le fassent. Bon. Donc voilà, donc, il y a une vingtaine d'années, on était à la fin de ce mouvement-là. Ou d'une certaine... Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, c'est une longue histoire. Bon, ça c'était une chose, c'était déjà un fait acquis à l'époque, ça s'est confirmé depuis évidemment, mais moi je me suis posé la question, et tout en acceptant ce mouvement-là, qui de toute façon était non seulement souhaitable mais inexorable, je me dis d'accord, très bien, mais le jazz américain continue d'exister pendant ce temps-là. C'est pas parce qu'un jazz européen s'est émancipé que le jazz américain, lui, encore une fois, un raccourci un peu quand même, que ne cesse pas de se développer. Et peut-être de se développer aussi dans des lieux de vie.
Hein, c'est pour ça que je suis en désaccord. En désaccord assez profond avec d'autres anthropologues. Hein. Je ne suis pas tout à fait le premier, mais il y a un livre qui s'appelle Une anthropologie du jazz de Jean Jamin et Patrick Williams qui présuppose qu'il n'y a plus de communauté afro-américaine. Hein, qui serait capable d'émettre du jazz comme les communautés afro-américaines de la Nouvelle-Orléans ou de Harlem dans les années 20 et 30, etc. etc., etc. Moi, j'ai un problème avec ça parce que si j'oublie un instant la musique, et si je pense à l'actualité politique, que vous connaissez tous et toutes aussi bien que moi, j'imagine, hein, j'ai pas l'impression que les ghettos ont cessé d'exister en Amérique du Nord. J'ai pas l'impression que la culture, que certains appelleraient une sous-culture, une contre-culture, voilà, peu importe, afro-américaine a cessé d'exister par ailleurs. Alors pourquoi cette culture n'ayant pas cessé d'exister, de force ou de gré d'ailleurs, hein, pour de bonnes et de mauvaises raisons, pour des raisons souhaitées par les individus, pour des raisons imposées à ces individus, les deux. Pourquoi donc cette musique créée par cette culture-là aurait disparu ou aurait laissé la place à autre chose, comme le rap par exemple, ou l'électro, ou d'autres formes d'expression. Donc j'ai eu tout simplement envie d'aller y voir ce qu'un anthropologue est censé faire. Et j'étais assez surpris d'ailleurs à l'époque de constater que chez les anthropologues, hein, dont c'est apparaît tout le métier, hein, de faire de l'ethnographie, l'étape ethnographique. Voilà, et donc chez ces anthropologues qui s'intéressaient à cette musique appelée de jazz, il y avait aucun d'entre eux ne faisait l'effort d'aller voir dans le ghetto d'Atlanta ou dans le ghetto de Memphis ou dans le ghetto de New York, ils en existent encore là-bas, ou de Washington ou de Philadelphie ou de Détroit, etc. Qu'est-ce qui s'y passe réellement? Dans d'autres musiques, on trouvait des gens pour le faire. Et d'ailleurs plutôt des sociologues. Hein. Par exemple, des musiques plus récentes, parce que c'est plus facile. Hein, ça vous saute aux yeux et aux oreilles. Donc pour la techno ou la house, à l'époque, il y avait des gens qui faisaient ce type de travail. Évidemment, du côté de Détroit, du côté de Chicago. Mais moi, j'ai eu envie d'aller y voir. Et donc, je me suis servi d'une organisation de musiciens, donc qu'ils s'appellent eux-mêmes créateurs, dont je suivais déjà l'existence et les différents parcours, hein, d'ailleurs, dont j'étais déjà amateur. Et qui présentait l'intérêt d'offrir à la fois une profondeur de champ historique, parce que c'était une organisation qui existait depuis plusieurs décennies, qui se survivait à elle-même, qui perdurait, qui était confrontée à quantité, d'ailleurs, dans sa survivance ou la réinvention de sa vie, à quantité de conflits économiques, politiques, socio-culturels. Donc là, je me suis dit, voilà, allons y voir. Allons voir à Chicago. Donc après, voilà, je ne vais pas te raconter toutes les méthodologies d'un anthropologue. Voilà, c'est passer du temps. Fondamentalement, c'est passer du temps avec les individus auprès de leur culture, au moment où ils jouent de la musique et quand ils ne jouent pas de la musique aussi. Hein, parce que je pense aussi qu'on ne cesse pas d'être musicien en cessant de jouer de la musique. Et que donc, on ne peut pas se contenter de la musique enregistrée ou de la musique live sur scène pour parler de la musique. Donc, ton rapport justement avec la ACM, donc tu nous as dit que c'était déjà une association que tu connaissais, que tu suivais déjà un peu. Peut-être, je ne vais pas te demander de résumer tout ton bouquin, mais toute ta recherche. Mais moi, en fait, je ne connaissais pas avant de te lire cette association, mais ça me fait penser à une autre association qui avait à peu près le même acronyme, c'est NAACP, oui. La National Association for the Advancement of Colored People. Et du coup, ça m'a fait penser au courant qu'on appelle la Great Black Music. Et donc, est-ce que peut-être tu peux nous parler justement de ce rapport avec... est-ce qu'il y a une volonté de mettre en avant une identité noire, afro-américaine dans cette association? Est-ce que ça fait partie justement de la question de la création qui est mise en avant? Alors oui, évidemment, ça vient de la NAACP. Hein, évidemment, ils connaissent leur histoire. Hein, la NAACP, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette organisation, l'une des premières dans l'histoire afro-américaine, qui était une organisation de militants blancs et noirs d'ailleurs, hein, et qui a préfacé au début du XXe siècle ce qui ensuite allait prendre son essor et être connu et reconnu comme le mouvement des droits civiques, qui menait au départ un combat très très judiciaire pour faire progresser la cause des Noirs. Donc évidemment, 50 ans plus tard, parce que si je me souviens bien, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais je crois que la NAACP a été créée en 1905. Donc 50-60 ans plus tard, hein, quand l'AACM se crée, Association, donc NAACP, hein,
AACM, Association for the Advancement, on retrouve l'expression dans les deux cas. C'est pas un hasard, évidemment, c'est une référence. Après, par rapport à ta question, l'AACM, dès 1965 et encore aujourd'hui en 2019, est une organisation entièrement et strictement noire. Donc il n'y a pas de membres blancs ou asiatiques, hein, ou d'une autre origine. C'est pas que des questions de couleur de peau au sein de l'AACM. Alors ça rappelle des débats de société qu'on a beaucoup ou qu'on commence à avoir plutôt en France depuis quelques années et qui sont loin d'être résolus, bien sûr. Car ça a choqué, moi je me souviens, ça a choqué beaucoup plus de monde d'ailleurs, et c'est là où on voit que tout doucement quand même les choses progressent. Ça choquait beaucoup plus de monde, cette idée-là, le fait que l'AACM, l'organisation de musiciens de jazz, soit uniquement réservée aux Noirs. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir d'abord et avant tout, c'est que tous les membres de l'AACM ne se définissent... En tant que d'abord, c'est fondamental à le rappeler, hein, pour comprendre. Parce qu'en vérité, quand on articule correctement les choses, ça devient tout de suite très facilement compréhensible. Tous les membres de l'AACM, aussi bien dans les années 60 qu'aujourd'hui, soit 50 ans plus tard, plus de 50 ans plus tard, ne se définissent pas en tant que musiciens et en tant qu'individus par leur seule appartenance à l'AACM. Le fait d'être membre de cette organisation ne vous indique pas la marche à suivre dans tous les aspects de votre carrière de musicien, de carrière d'artiste. Et là, il ne s'agit pas de carrière, hein, dans le cours de votre vie en tant qu'individu, dans votre destinée. Les sources d'ailleurs de désaccords, de conflits ou tout simplement de discussions au sein de l'AACM sont innombrables à l'époque et aussi encore aujourd'hui. Et donc par exemple, tous les musiciens de l'AACM jouent à titre individuel, jouent avec des musiciens de toutes les origines. Donc ça décale le problème. C'est-à-dire qu'au sein de l'AACM, c'est une organisation entièrement noire, qui défend quelque chose, bien sûr, hein. Mais les membres de l'AACM sont libres de leur mouvement et sont totalement libres de collaborer. Ils ne s'en privent pas, hein, ils le recherchent même assidûment de collaborer, aussi bien à Chicago qu'ailleurs aux États-Unis, qu'ailleurs en Europe et dans le monde, avec des musiciens blancs, américains, italiens, anglais, japonais, et ainsi de suite. Donc ça désigne donc l'AACM comme quelque chose de l'ordre d'une intimité. L'AACM, c'est aussi l'endroit où des musiciens déclassés, ou quand ils ne le sont pas, c'est qu'à titre individuel, on va faire du tokenisme, comme on dit dans la politique américaine, hein. On va en prendre quelques-uns d'entre eux et ils vont avoir une marge de réussite et de succès un peu plus grande que leurs pairs. Et on va les utiliser comme exemple pour montrer que finalement c'est possible, alors que l'immense majorité n'accède pas à ce succès ou à cette réussite. Donc voilà, ça c'est le piège qui se referme assez classiquement, pas simplement que sur les musiciens. Donc l'AACM, c'est une organisation qui promeut la cause des musiciens noirs dans le chant de ces musiques-là. Et d'ailleurs, ils envisagent, ils ne savent pas s'ils dureront éternellement, hein. Peut-être que l'AACM, qui a déjà duré assez longtemps, je ne l'espère pas, mais c'est pas impossible, s'arrête dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça aura fait déjà une très longue histoire, dotée d'une très belle longévité. Mais en tout cas, tant que la situation globale des Afro-Américains n'aura pas changé au sein non seulement du monde de la musique, mais de la société américaine, ils éprouveront le besoin d'avoir une organisation où ils peuvent défendre leur cause, où ils peuvent mettre en avant leur groupe à leur manière, dans les circonstances et dans les conditions et dans l'environnement qu'ils souhaitent, ce qui n'empêche pas qu'ils acceptent qu'il existe d'autres environnements et d'autres conditions auxquelles ils participent d'ailleurs de plein gré et avec grand plaisir. Voilà. Donc on a quelque chose où c'est très important aussi, et on peut réfléchir à des problématiques anthropologiques assez classiques. Quel est l'endroit de l'entre-soi et quel est l'endroit de l'avec l'autre? Parce que c'est pas possible d'être avec l'autre si on n'est pas entre soi. Et je pense qu'on peut inverser la proposition. Il n'est pas possible d'être entre soi si on n'est pas capable d'être aussi avec l'autre. Il faut des deux. Hein, il faut encore une fois un espace de circulation entre les deux. Et qui se redouble en plus du fait que, évidemment, d'une part, et ça j'affinerai juste un endroit, j'enfoncerai juste un coin, mais ça nous amènerait trop loin de développer ça, mais c'est quand même important de le dire. D'une part, l'avec l'autre est toujours la rencontre de quelque chose que l'on a en commun avec lui ou avec elle, qu'on découvre du commun. On ne découvre pas que du commun, on découvre de la différence. On découvre toujours, voilà, quand on rencontre l'autre, on découvre toujours les deux à la fois. On découvre du commun et de la différence, et comment on va assortir les deux.
Mais l'entre-soi n'est pas forcément l'endroit du repli identitaire. L'entre-soi, c'est aussi l'endroit où on développe une altérité interne. Ça me semble très très important. Et là, on revient à ce que j'essayais de dire par l'expression champ jazzistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des formes d'homogénéisation musicale, esthétique, artistique, mais non sociale ou culturelle. On est au contraire dans l'endroit où on peut se prouver à soi-même et avec ses pairs, et j'ai envie de dire faire le jeu de mots et avec ses impairs aussi, on est en train de se montrer les uns aux autres, qui se ressemblent, qu'on produit déjà rien qu'entre nous de la différence. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on sera dans l'espace de l'avec l'autre, on a plusieurs choses à lui montrer. Alors justement sur cette... alors parenthèse, excuse-moi, c'est très très important, j'allais oublier un truc, voilà. Georges, je vais te prendre à témoin, parce que tu as cité l'expression Great Black Music. Ouais. Tu sais d'où elle vient? Je croyais justement, j'ai cru lire qu'elle venait justement de la ACM. Voilà, effectivement. Est-ce que vous avez entendu cette expression Great Black Music? Non? Je vous l'avais jamais entendu? Alors, qui l'a entendu? Ouais. Vous pourriez nous dire où vous l'avez entendu? C'était en étudiant justement l'histoire du jazz et le lien avec le mouvement progressiste. D'accord. Alors c'est très très intéressant parce que ça vaut la peine qu'on s'arrête juste à cet exemple-là pour montrer aussi le manque de mémoire organisée. Et quand je dis organisée, je ne suis pas dans la théorie du complot. Je pense que c'est quelque chose de sociétal sur lequel il mériterait de s'interroger aussi beaucoup. Parce que je m'arrête sur cet exemple-là. Bon, d'abord parce que l'expression Great Black Music est le fait de deux musiciens de la ACM, de l'Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, le trompettiste Lester Bowie et le contrebassiste Malachi Favors Magostet, pour les nommer. C'est une expression issue de l'un des groupes phares de la ACM, l'Art Ensemble of Chicago, mais c'est une expression sur laquelle tous les membres de la ACM ne sont pas d'accord. Donc il y a un désaccord en interne. Alors ils savent que ça émane d'eux, de certains membres du collectif. Ils savent ce que ça veut dire, mais c'est pas pour autant qu'ils se reconnaissent tous sous cette bannière. Et on retombe dans la problématique du jazz de tout à l'heure. Bon. En tout cas, ce que Lester Bowie et Malachi Favors voulaient dire par là, c'était pour narguer, évidemment. On dit encore musique classique ou musique savante. On ne dit heureusement pratiquement plus, je crois, rassurez-moi, grande musique. Elle a encore un tout petit peu. Il y a encore des gens qui l'utilisent. Bon, il faut encore attendre 10 ou 20 ans. Donc voilà, l'expression encore plus malheureuse que les autres, bien sûr. Mais donc, grande musique, c'est great music. L'expression se trouve en anglais aussi, évidemment. Et donc, dire grande musique noire, c'est de dire tout simplement, il y en a une autre. On éprouve encore le besoin de le qualifier par la couleur, par le noir. Mais il y a une grande musique que vous n'osez pas appeler blanche. Mais il y a aussi une grande musique noire. Et cette grande musique noire, on précisait tout de suite, d'ailleurs, Lester Bowie et Malachi Favors, n'est pas jouée que par des gens noirs de peau. Alors, ils pensaient surtout à des Américains, parce que c'était quand ils ont créé cette expression à la fin des années 60, ils n'étaient pas encore très familiers avec le jazz européen qui était en train de se développer, ou la musique libre, musique improvisée, enfin peu importe comment on l'appelle. Mais par exemple, ils disaient Stan Getz ou Chet Baker jouent de la Great Black Music. De la même manière qu'il y a des compositeurs noirs de peau de musique dite classique ou dite grande. Voilà, donc c'est pas une question de couleur de peau, ont-ils précisé tout de suite. En revanche, il y a une expérience noire du monde moderne. Et cette expérience-là, je reprends une expression de Paul Gilroy, du sociologue afro-américain aussi, Paul Gilroy, il y a une expérience noire du monde moderne. Et cette expérience noire du monde moderne n'est pas réservée aux Noirs. Alors, faire attention aux appropriations culturelles, quand on dit ça, évidemment, et quand on est aussi blanc de peau que moi, il faut aussi avoir conscience aussi de ce qu'on dit, où on le dit, avec qui on le dit. Bien sûr, il y a des questions de positionnalité qui sont absolument à avoir dans toutes ces questions-là, dans toutes ces considérations-là. Mais voilà, le fait est, c'est de l'expérience noire du monde moderne, c'est une expérience qui nous a été donnée en partage depuis maintenant plus de 100 ans. Et qui est aussi une forme de bien commun. Mais c'est un bien commun qui ne doit pas empêcher les Afro-Américains d'aujourd'hui, pas simplement ceux du passé. C'était toujours un peu facile. Et voyez un peu le modèle, de renvoyer les Noirs dans le passé. Ils ont créé le truc, et puis c'est nous qui le développons. Nous, c'est qui? C'est les Blancs. C'est-à-dire que là où tout à coup l'histoire linéaire, évolutionniste ou progressiste, tu la retrouves du côté de la civilisation occidentale qui s'attribue tous les mérites, ou en tout cas les mérites d'une évolution par rapport à une bonne idée initiale. Voilà. Donc en gros, je caricature, mais il y a un peu quelque chose de cet ordre. Les Afro-Américains, ils ont fourni la matière première, très riche, mais pas été vraiment très capables de la raffiner. Ça, c'est notre job.
Donc il faut faire attention à ce type, je grossis les traits évidemment, mais il faut faire attention à ce type d'interprétation où elle peut nous envoyer ou nous renvoyer. Bref, en tout cas ils disent Great Black Music, dans ce sens-là, oui, avec un sens politiquement fort et politiquement problématique aussi, parce qu'à chaque fois il faut se reposer la question. Ils ne définissent pas exactement, ils posent un problème par cette expression. Aussi bien pour eux, afro-américains, que pour des euro-américains ou pour des Européens jouant ces musiques-là, et ainsi de suite. Or, et c'est là où c'est intéressant aussi pour nous, il y a quelques années, je peux même le chiffrer, c'était en 2014, donc il y a 5 ans, il y a eu une énorme exposition à la Cité de la Musique, juste à côté. C'est pour ça que vous pourriez le savoir. Il y a 5 ans, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 50 ans, une énorme exposition qui s'appelait Great Black Music. C'était sur les derniers mois d'ailleurs du magazine Nova, qui a fait ça en collaboration avec je ne sais plus qui d'autres. Et ils ont cru bon, d'ailleurs sans trop vraiment le citer au départ, on leur a fait corriger le tir, sans vraiment citer la ACM. Parce que l'expression, tout à coup, elle était aussi devenue dans des formes de contestation contemporaine, y compris dans la société française, quelque chose qui avait du sex appeal, mais sur lequel on ne s'interrogeait pas nécessairement. Et vous voyez quelle trace ça a laissé. La question n'est pas de savoir si l'exposition était bonne ou mauvaise, vous pouvez au moins, à la librairie même du musée, consulter le catalogue, quand même, ou j'imagine aussi à la bibliothèque ici. Mais cette exposition, elle a eu lieu ici il y a 5 ans. Quelle trace elle a laissé? À quel point ça a bouleversé et changé les consciences? Moi, c'est une question que je me pose de plus en plus, et à laquelle je ne prétends pas avoir de réponse. En tout cas, voilà, qu'est-ce qui fait que les consciences changent ou ne changent pas en fonction des événements qu'on produit? En tout cas, là, visiblement, Great Black Music, ça n'a pas suffi. Justement, vu qu'on parle de ces questions politiques et de perception du monde, je voulais revenir un peu sur un article que tu as publié dans la revue Multitude, dans lequel tu parles de la pensée de Tony Negri et de la question de la multitude dans sa pensée. Peut-être tu peux rappeler qui est Tony Negri pour ceux qui ne connaissent pas. Et justement, tu fais un parallèle avec des groupes d'impro collectifs de William Parker, notamment, et comment ça donne éventuellement l'action musicale donnerait à percevoir un certain nombre de je ne sais pas comment les nommer, mais de cette multitude constitutive de la société du XXIe siècle. C'est parfait que tu dises ça, parce que c'est pas simplement Tony Negri, c'est Michael Hart avec lui, donc ils sont l'auteur de plusieurs livres, Empire, Multitude, etc., autour de questions de société et du renouvellement d'une critique marxiste du monde. Ils ne sont pas les seuls à avoir tenté ça ces dernières années, bien sûr. Et dans l'un de leurs livres, c'est ce qui me sert de prétexte à cet article, ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant sur l'exposition Great Black Music ici. Ils envisagent par rapport à un modèle, c'est pas vraiment un modèle d'ailleurs, c'est une hypothèse d'école justement, où ils essayent de dire notamment on n'est plus dans une société de classe, mais il y a encore des multitudes, donc ils essaient d'investir le terme et le concept de multitude. Enfin, ils font de ce terme un concept pour essayer de décrire justement les luttes, parce que lutte il y a encore bien sûr, et pour essayer d'imaginer comment les populations pourraient se réinvestir une autre notion que celle de classe pour se sentir légitimées dans ces luttes-là, etc., etc., etc. Et aussi par rapport à des phénomènes en cours. C'est-à-dire la perte des anciennes solidarités mécaniques ou organiques, la perte de certains types de repères sociaux et culturels, l'atomisation délirante, j'ai même pas envie de dire individualisation ou individualisme, l'atomisation de la vie sur Terre, etc., etc. Et en même temps, sa massification à l'intérieur d'ensembles toujours plus vastes. C'est-à-dire non, voilà, cet univers, il est encore traversé par des multitudes et qui ont éventuellement une capacité auto-organisatrice, même si parfois elles l'ignorent elles-mêmes. Ce qu'ils appellent l'intelligence en essaim. Bon, bref, je vous invite à leur lecture. Et pour développer de ça, dans un de leurs livres, donc je lis ça par intérêt personnel, et ils prennent l'exemple, ils imaginent l'exemple d'un orchestre de musique qui se dirigerait lui-même. Là, je ne sais pas si tu te rappelles dans l'article, ça m'a frappé parce que j'étais absolument convaincu par bien des aspects de leur démonstration, mais tout à coup, ils envisagent ça, mais ils en parlent comme d'une utopie, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'existe pas ou qui n'a pas existé vraiment dans l'histoire de la musique. Et je me dis, c'est un livre qui date d'il y a quelques années déjà, et je me dis, donc voilà, c'est un peu comme Great Black Music à l'instant. Donc visiblement, et on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas les incriminer de ça, mais donc l'exemple des orchestres de jazz ou d'improvisation collective, et surtout après le free jazz, pendant et après le free jazz, ou ce qu'on a appelé le free jazz dans les années 60, ça aussi il faut être prudent, n'est pas arrivé jusqu'à eux. Ils ne savent pas que ça a existé. Ils l'envisagent et ils disent aux gens, imaginez
un orchestre qui n'aurait plus besoin de chef d'orchestre, mais qui produirait quand même une grande musique, qui n'aurait plus besoin de partition, mais qui produirait encore une grande musique. Et voilà. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais enfin, ça fait quand même une 50aine d'années que ça existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, dans cet univers, c'est pris au sérieux, c'est dénigré, peu importe. Mais en tout cas, ça existe. Hein, donc, il faut en faire quelque chose. Et on pourrait imaginer que Negri Art ait directement cité William Parker. Donc, j'ai pris l'exemple d'un musicien. Il pourrait y en avoir quantité d'autres. Hein. J'ai pris l'exemple parce que c'est aussi quelqu'un qui pense sa musique et qui la pense politiquement, du contrebassiste actif à l'heure actuelle à New York, hein, William Parker, qui est aussi chef d'orchestre et qui privilégie la création et la composition par l'improvisation, et par l'improvisation collective, même en big band. Hein, c'est aussi pour ça que je l'ai pris comme exemple. Parce que improviser à 3, c'est une chose, improviser à 15, c'en est une autre. Donc, qui fait ça, et me dire, voilà, donc, est-ce qu'on peut reprendre certains postulats de Negri Art et les comparer non seulement à ce que font des musiciens comme William Parker, mais comment ils l'expliquent. Et voir qu'il y a une pensée politique aussi chez ces musiciens-là. Et ça me semble aussi une autre manière de répondre rapidement donc, à la question précédente, à savoir, moi c'est ce que j'essaie de faire aussi beaucoup j'introduis, bien sûr, c'est presque, on va dire, la moindre des choses, ça fait circuler l'air, mais j'essaie d'introduire des notions comme celles que peuvent développer des gens comme Negri Art ou d'autres, peu importe, j'ai mes références, vous avez les vôtres, et il est toujours enrichissant d'ailleurs de confronter, de frictionner des choses qui viennent d'univers différents, de comparer l'incomparable, comme dit Marcel Détienne. Mais c'est pas forcément des choses qui viennent de l'extérieur du monde de la musique et qu'on plaquerait ensuite sur la musique. Je pense qu'on peut aussi se servir de ce que les musiciens ont développé et qui sont des formes de pensée qui ne sont pas que musicales, qui sont des manières de penser, de pratiquer et de penser autre chose que la musique, penser et pratiquer le monde. Et voir si, sans pour autant proposer de modèle, hein, je ne vais pas jusque-là, mais ne propose pas des approches et des méthodes pour nous permettre de décrypter un certain nombre de choses qui ont lieu en dehors du champ de la musique. Et donc là, évidemment, mais on en parlera peut-être tout à l'heure ou pas, peu importe, mais quand on a compris, et on est beaucoup quand même à travailler sur ces sujets-là, mais quand on a compris, c'est peut-être prétentieux, quand on a suffisamment prêté attention à l'improvisation comme mode de construction, on a un peu moins de problèmes à comprendre un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Et ne pas le critiquer pour son apparent manque d'organisation ou de leader, ou de etc. etc. C'est-à-dire que non, c'est peut-être une vertu. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais voilà. Moi, je sais pas si... Oui, c'est allumé. Je voulais revenir sur un point que tu as un petit peu balayé avant d'y revenir, c'est un rapport de conflictualité possible entre le monde de la musique classique et le monde du jazz. Moi, je dois beaucoup aux deux. Mais j'ai deux expériences que j'aimerais partager qui m'ont un peu piqué là-dedans. C'est la lecture d'un livre de Mez Mezzrow qui s'appelle La rage de vivre, qui est un musicien de jazz blanc, je crois, un clarinettiste donc, qui raconte sa vie, son parcours de vie là-dedans, et qui est quand même assez souvent ponctué de moments de conflictualité avec la musique classique. Ils s'en moquent, ils vont avec leurs amis regarder des orchestres classiques avec des chefs, ils trouvent ça ridicule, pompeux, voilà. Et des fois aussi, dans ce livre, il y a une certaine mise à distance et volonté de mettre à distance les expérimentations qu'il entend dans le classique, chez Stravinsky, chez certains, qui touchent certains jazzman de son entourage et qui veut un peu dire non, c'est quand même pas ça le jazz, mon coco, tu dérailles là. Et alors ça c'est une première chose, et l'autre c'est plus proche, c'est ici souvent il y a des essais dans les prix de jazz. Moi je suis pas en jazz, mais je participe des fois aux prix de jazz de musiciens, voilà, qui flirtent un peu avec la musique contemporaine dans leurs recherches, et souvent
une critique des jurys, c'est de dire non mais mon gars t'es bien gentil mais la musique contemporaine tu peux pas prétendre, enfin voilà, moi je connais Ligeti, le Grand Macabre, ton petit truc là, c'est gentil mais tu veux faire, mais non c'est pas ça, et là c'est le contraire, ces gens-là ils mettent un jugement des fois très injuste et bête sur en prenant la musique contemporaine comme quelque chose de quand même d'autrement plus sérieux et avec qui il faut pas faire n'importe quoi, alors qu'ils sont en situation d'émettre un jugement sur le travail d'un jazzman, quoi. Et donc voilà, moi c'est deux façons, c'est deux façons de voir une barrière un peu différente, mais qui me posent les deux un problème. Enfin, c'est assez quand même dans nos expériences de beaucoup de musiciens un peu entre les deux comme ça. Alors, c'est intéressant parce que les deux exemples que tu prends sont à différentes époques, mais disent à peu près la même chose, sous deux angles différents, mais en regardant le sujet de la même manière. Hein, c'est-à-dire de ne pas, j'aurais employé ton expression, qui est une expression que j'aime beaucoup, hein, de refuser, on refuse à des individus d'être dans l'entre-deux. Au sens où, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est une position très très confortable, plus confortable, enfin inconfortable si on veut. Enfin, confortable, évidemment, il y a des connotations. C'est source d'équilibre, plutôt que dire confortable. C'est source d'équilibre d'être dans l'entre-deux, et de toute façon, c'est inévitable. Et pas simplement qu'en musique. Dans le monde tel qu'il va, hein, et de plus en plus. Ce sera peut-être un entre-trois ou un entre-quatre, d'ailleurs, qui sait. Bon, faisons simple. Donc, du coup, ce qui est intéressant, je vais rester sur les deux exemples que tu as pris, c'est de les reprendre par rapport à qui sont les individus. Donc, il y en a un que tu nommes clairement, hein, Mesmezro, et puis après, c'est un certain type de jury. Donc, c'est pas quelqu'un en particulier, mais voilà, c'est un certain type de jury. Mesmezro, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il faut bien se représenter pour les Euro-américains de l'entre-deux-guerres et un peu au-delà, hein, qui sont les musiciens blancs qui choisissent de jouer cette musique-là. Et pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme qui va se reproduire assez régulièrement aussi après la Seconde Guerre mondiale chez les musiciens blancs américains qui vont choisir de faire du rock'n'roll dans les années 50 ou du rap dans les années 80. Je dis pas que c'est toujours pour la même raison, mais il y a un élément similaire. Mesmezro, il est en rupture avec son monde. C'est un phénomène classique. Alors là, je parle en tant qu'anthropologue, je ne parle pas de la grandeur du clarinettiste. Hein. Là, je n'émets aucun jugement de valeur sur l'artiste Mesmezro. Je parle de sa position en tant qu'individu qui choisit de jouer la musique d'une minorité dans sa société, d'une minorité mise à mal, hein, et qui lui sert aussi à critiquer son propre monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir chez quantité d'autres individus. Hein. Il n'est pas le seul comme ça, hein, avec des formes plus ou moins virulentes. Hein. Ça peut être très virulent chez Mesmezro, ça peut être virulent aussi chez Art Pepper. C'est un peu moins virulent, mais c'est quand même présent chez Chet Baker. Enfin, on peut prendre quantité d'exemples. Hein. C'est donc des individus qui sont en rupture avec leur mainstream et qui vont se servir. Encore une fois, quand je dis se servir, c'est pas péjoratif, hein, qui vont se servir de la musique venue d'une minorité pour critiquer leur propre monde. Et donc, éprouver le besoin de critiquer la musique classique. Moi, je n'ai jamais entendu aucun musicien afro-américain avec lequel je travaille depuis 20 ans critiquer la musique classique. Jamais. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Et si vous reprenez les grands exemples qu'on connaît de musiciens afro-américains, là, de l'histoire avec un grand H, on sait, par exemple, que Charles Mingus désigné comme l'un de ses maîtres à penser, enfin ses deux maîtres à penser, il l'a souvent dit, hein, c'est Duke Ellington et Stravinsky. On sait que Charlie Parker, à la fin de sa vie, malheureusement il n'a pas pu le faire, mais il avait pris les contacts voulait étudier avec Edgar Varèse. On sait que l'un des modèles d'Art Tatum, parmi les modèles d'Art Tatum, il y a Chopin et il y a Bach. On sait que Duke Ellington a attendu la fin de sa vie pour pouvoir le faire, mais il voulait écrire de la musique sacrée au sens aussi mélangeant afro-américain. Les exemples sont innombrables. Et musique, voilà. Les exemples sont innombrables. Après, encore une fois, chacun d'entre nous peut estimer ses tentatives réussies, ratées, etc. Mais elles ne sont pas toutes ratées, elles ne sont pas toutes réussies non plus. Il faut à chacun d'évaluer. Donc ça, c'est intéressant que ce soit des musiciens blancs américains d'une certaine époque. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, chez les musiciens euro-américains, hein, je veux dire. Mais pendant très longtemps, voilà, on ne veut pas jouer de la musique savante blanche, de papa et maman, hein, de la famille. Ou même des musiques populaires blanches. Hein. Il y a une réfutation de toutes ces musiques-là. Et on va se servir de la musique noire pour. Et d'une certaine manière, ça va même se retrouver chez les écrivains. C'est très très différent. C'est un sujet qui m'intéresse aussi, hein, mais la manière avec laquelle les poètes et les écrivains européens accueillent le jazz à bras ouverts, même s'il y a des méprises, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout la même manière que les écrivains beatniks. Hein.
La manière avec laquelle Jacques Kerouac fantasme le jazz, elle est quand même elle est à peu près équivalente. Hein. Et pas que lui, Norman Mailer, c'est pareil, va voir, c'est encore pire, etc. On va trouver ça. Ils n'entendent pas la même chose. Et c'est pas forcément une erreur, on peut le comprendre aussi. Hein. On peut comprendre qu'ils réfutent ou qu'ils aient envie de réfuter les valeurs sociales colportées par leur famille et leur environnement. Hein, je ne vais pas les blâmer pour ça. Mais d'où le fait d'être très, très vitupérant contre la musique qui est issue de son propre milieu. Hein. Et ça, encore une fois, oublier le jazz et oublier la musique, c'est quelque chose qui, dans les temps modernes de l'Occident, en Europe aussi, hein, faire table rase du passé, aller chercher ailleurs si on y est, etc., c'est ce qui caractérise quantité, je ne dis pas toutes, mais quantité de démarches d'artistes, d'écrivains, de poètes, de peintres, hein, depuis le début du 19e siècle. Hein. C'est-à-dire cette forme aussi de conscience malheureuse que l'Occident produit sur lui-même. Enfin, il y a aussi une conscience où il est très heureux d'être lui-même, hein, très infatué d'être lui-même, mais il y a aussi les autres, hein, qui justement l'ont plutôt mauvaise. Donc ça, c'est une chose. L'autre sujet, donc c'est vraiment vu sous un autre angle, d'un jury d'aujourd'hui. Hein. Alors ça, bon, ça va être un peu difficile de ne pas être polémique, là. Mais je vais essayer d'être un peu langue de bois. C'est pas lié à la musique, encore une fois. Je pense, voilà, c'est pas lié à la musique de Ligeti, ou de Stockhausen, ou de Nono, ou de qui vous voudrez. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins prédisposé qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins prédisposé à penser que les esthétiques qui viennent de ces musiques-là sont plus élaborées que des esthétiques qui viennent d'autres univers. Là, il y a quelque chose, je ne dis pas qu'on le pense tous, hein, mais il y a quelque chose d'engrammé, et c'est toujours intéressant, parce qu'encore une fois, je dis stéréotypes, etc., mais on en est tous plus ou moins imprégnés. Moi, c'est quelque chose, souvent quand je discute avec mes étudiants, quand je vous dis, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, hein, l'intelligence c'est propre, le corps c'est sale. Évidemment, c'est là aussi un très grand raccourci. Hein. Et évidemment, aucun de mes étudiants n'est d'accord avec cette proposition, vous non plus, j'imagine, et moi non plus. Hein. Mais je sais et je comprends d'où elle vient, et je ne peux pas prétendre que je puisse totalement m'en départir. Si je propose la proposition suivante, encore aujourd'hui en 2019, l'intelligence c'est sale, le corps c'est propre. Alors là, tout à coup, je ne dis pas que c'est davantage vrai, parce que je pense que c'est aussi vrai et faux que la proposition précédente, hein. Mais on n'a pas grandi avec cette intelligence-là des choses, en tout cas dans notre civilisation, dans notre culture. Et donc dire ça va être intéressant au titre de la provocation. Évidemment, jamais je ne dirai pas plus que je n'accepterai la première assertion, je n'accepterai celle-ci. Hein. Mais je vois bien celle dans laquelle j'ai grandi et dont j'ai parfois du mal à me défaire, et celle dans laquelle j'ai pas grandi, que je peux utiliser par provocation, même si je sais qu'elle est fausse aussi. Mais peut-être qu'elle va décoincer des trucs. Voilà, donc le fait de penser, par exemple, moi j'attends toujours, et aucun musicologue ne pourra me prouver le contraire, c'est pas le problème de Ligeti, qui en plus de ça était l'un des, ils sont pas très nombreux, mais l'un des grands compositeurs contemporains à être passionné de jazz et d'improvisation libre. Hein. Il a eu de nombreuses collaborations, il a eu des musiciens de jazz qui ont été ses élèves, hein, y compris par exemple un grand pianiste français de la scène actuelle, hein, Benoît Delbecq, qui a été un élève de Ligeti. Et Ligeti, non seulement l'a eu comme élève, mais s'est intéressé de très près à la manière qu'avait ce jeune musicien à l'époque de jazz français de réinterpréter ses leçons pour en faire autre chose que ce que lui, Ligeti, faisait en tant que compositeur. Donc moi, j'adore Ligeti, par exemple, mais c'est pas le problème de Ligeti, c'est la manière avec laquelle on conçoit Ligeti comme, a priori, plus complexe de toute façon que ce que n'importe quel musicien de jazz avec des prétentions un peu déplacées, hein, parce qu'il serait mieux à prendre des chorus, pourrait faire. Voilà, mais là, je ne suis pas persuadé qu'il faudrait faire un véritable débat, à la limite, entre musicologues, hein, des deux camps, on va dire, pour essayer de démontrer vraiment où et quand et comment et pourquoi telle ou telle musique est réellement plus compliquée que telle autre. Voilà, mais voilà, c'est un autre, c'est pas le même endroit, mais c'est un problème. Et je pense que c'est lié à la culture des membres de ces jurys-là. À la culture qui n'est pas que la culture musicale, hein, à la culture en général. Alors, bonjour, moi je voudrais rebondir sur le terme compliqué que vous avez utilisé. À l'instant. Je sais plus comment tu avais formulé ta question précédemment, mais dans mes souvenirs, c'était pas une histoire de musique compliquée. Dans le jury? Ouais, dans le jury ou de musique simple. C'était une musique, mon coco, tu prends quelque chose qui te dépasse au niveau de la qualité. Et est-ce que la grande question, je pense, qui revient souvent dans certains débats musicologiques, est-ce que la complexité de la musique en fait forcément sa qualité? Et notamment dans le jazz, mais avec est-ce que par exemple un jazz qui est plus complexe
serait forcément plus nouveau ou enfin voilà, plus qualitatif, etc., etc. Voilà, je peux donner qu'un avis subjectif. Et encore une fois, c'est plus intéressant si je parle pas simplement en tant que spécialiste du jazz. Oui, mais cela étant dit, j'ai peut-être été trop rapide en disant compliqué, mais complexité, c'est le même problème finalement. Je veux dire, en quoi pouvons-nous penser? Encore une fois, dans ces cas-là, il faut toujours décaler. Même si on était entre littéraires ici ce soir, strictement littéraire, peut-être qu'il prendra un exemple musical pour comprendre leur débat interne entre littéraires. Mais en quoi un haïku d'Isha est plus simple que le bateau ivre d'Arthur Rimbaud ou que voilà, je ne sais quel texte de James Joyce. En quoi les romans du courant de conscience de Joyce, de Virginia Woolf et de quelques autres sont plus élaborés ou plus complexes donc que les romans de Raymond Queneau, utilisant le langage parlé. Voilà, je ne sais pas comment on peut établir ce type de choses. Je peux comprendre qu'on ait davantage de goût pour ceci ou pour cela. Ça, voilà, mais c'est un autre débat. Ou éventuellement qu'on puisse profiter des deux, ça c'est bien aussi. Mais sans émettre de jugement de valeur ou sans hiérarchiser. Mais cette hiérarchisation en fonction de... Voilà, il y a aussi quelque chose, moi je pense dans la civilisation occidentale, mais vous savez, c'est vaste, hein, tout à coup je dis la civilisation occidentale comme si je savais parfaitement ce que c'était. Hein. Je sais que je trempe dedans et qu'elle passe son temps à faire semblant qu'elle n'existe pas, mais c'est tout. Mais je sais que par exemple il y a un culte sous couvert de complexité, hein, de ce qui réclame beaucoup d'efforts. Hein, si tout à coup quelque chose a demandé des mois et des mois et des mois et des mois et des mois de raffinage, alors c'est que ça en valait la peine. Hein. Et je ne suis pas sûr que quelque part même sous couvert d'art, ce qui ne veut pas dire que je fais l'apologie du coup de génie qui prend 4 secondes, hein, auquel je ne crois pas davantage. Mais j'essaie de réintroduire de la variabilité dans mon appréciation des choses. Et je ne suis pas persuadé que donc, ce type de raisonnement ne soit pas encore un peu tributaire de la bonne vieille idée que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Quoi. Donc tu gagneras ton œuvre d'art à la sueur de ton front aussi. Quoi. Et si tu en as vraiment bavé et tu as passé des nuits blanches et des nuits blanches, hein, c'est pas une garantie, mais c'est déjà que tu es sur la bonne voie pour créer quelque chose de véritablement valable. Je suis pas sûr. Oui, alors puisque j'ai le micro à portée de la main, je vais en profiter pour poser une question et revenir sur le titre et ce qui me semble être, oui, ce qui est le dernier terme du titre. Donc le jazz, une appellation générique, exogène et abusive. Et je me pose la question, alors je suis désolé, ça va être complètement décousu, mais le fait d'avoir un département jazz ici, au CNSM, donc la première institution de musique, de grande musique, parce que c'est un peu le sous-texte hein, en France. Est-ce que quand on crée un département de jazz, on en abuse? On abuse du jazz et j'entends le mot abuser presque dans la dimension du viol, quoi. Enfin, est-ce qu'on se situe là-dedans? Alors, je ne sais pas si c'est une question ou juste une remarque, voilà, mais. Par exemple, moi je ne suis pas du CNSM, mais est-ce qu'ici il y a un département rap, par exemple? Pas encore. Ça viendra. Juste pour répondre à la question, non, il n'y a pas de département rap. C'est pour rajouter aussi ou je réponds? Oui, je pense que ça complète un petit peu. Pourquoi forcément abuser au sens du viol? Il me semble que peut-être il faut choisir si on utilise si on se base sur une épistémologie du terme jazz plutôt musicologique telle qu'on l'apprend ici, donc avec des outils musicologiques utilisés pour analyser la musique telle qu'on l'apprend ici, ou plutôt des outils anthropologiques. Mais j'ai pas l'impression que les deux se combinent formidablement bien. Oui, tout à fait. Et c'est pas forcément grave. Mais par exemple, c'est une question. C'est pour ça aussi que j'étais intrigué par l'invitation que Rémi et Georges m'ont envoyée. Quelle est la différence fondamentale
entre la manière avec laquelle Art Blakey a formé des générations et des générations de musiciens de jazz dans les Jazz Messengers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet exemple-là, je développe dans un instant. Hein, et des élèves de conservatoire du CNSM ou d'ailleurs. Je prends l'exemple d'Art Blakey, mais ça pourrait être n'importe quel grand groupe phare, parce qu'il est censé être un peu connu dans cette histoire du jazz. Donc, groupe phare du hard bop, hein, créé par Art Blakey et Horace Silver, quand même au début des années 50, et qui est un groupe de pairs. Hein, ils ont tous le même âge. C'est tous des jeunes musiciens de la même génération et qui décident, au moment du passage entre le bebop et le hard bop, qui décident de former ce groupe qu'ils intitulent les Jazz Messengers. Et puis très vite, après quelques tournées et quelques disques, Horace Silver s'en va former sa propre formation. Voilà, d'autres musiciens remplacent les différents membres du quintet et Art Blakey, le batteur, se retrouve le seul leader d'un groupe qui va durer jusqu'à sa mort. Si je me souviens bien, à la fin des années 80. Hein, je ne dis pas de bêtises. Donc pendant 30 ans, où dès la seconde mouture des Jazz Messengers, qui n'est que la première de nombreuses autres jusqu'à la fin des années 80, il jouera à partir de là et systématiquement avec des musiciens plus jeunes que lui. D'abord de 5 ans de moins que lui, puis 10 ans de moins que lui, puis 20 ans de moins que lui, puis 30 ans de moins que lui. Hein, un peu comme un professeur hein, qui vieillit pendant que ses étudiants restent du même âge. Hein, dans le Pareto. Donc, quelle est la différence entre ce qui s'est passé et qui a été attesté par Blakey, mais par tous les membres des Jazz Messengers, hein, à commencer par la seconde génération, vous connaissez, c'est Wayne Shorter, c'est Bobby Timmons, c'est des gens comme ça, hein, c'est pas n'importe qui. C'est que au sein des Jazz Messengers, on apprend non seulement la musique, mais on apprend la vie. On apprend les règles du business musical, on apprend comment répondre à un journaliste, on apprend les sources africaines de cette musique, on réfléchit en termes de spiritualité, on réfléchit en termes de holistique, on réfléchit à la politique américaine, on réfléchit au panafricanisme et aux questions du panafricanisme à cette époque-là, on réfléchit au rapport avec la musique savante, blanche, etc., et ce qu'elle représente socialement et civilisationnellement. On réfléchit à des questions d'actualité, on réfléchit si on doit jouer à la Maison Blanche ou pas, on réfléchit si on doit soutenir les Black Panthers ou pas, on réfléchit s'il y a véritablement un mouvement social progressiste aux États-Unis pour lequel les Jazz Messengers pourraient jouer, etc., etc., etc. C'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir si un conservatoire du type CNSM ou un autre existe, c'est que tout à coup, parce que je trouve ça, c'est ni bien ni mal en soi, c'est que tout à coup, la prise en main musicologique de la musique, pour l'instant en tout cas, hein, j'espère qu'en 2050 ça aura changé. Peu importe que ça se fasse au sein d'un groupe comme les Jazz Messengers ou dans un bâtiment comme celui-ci. Encore une fois, les choses sont faites pour être métamorphosées dans la vie. En revanche, je vois une sérieuse coupure. C'est que tout à coup, la musique devient une affaire de musiciens strictement qui ne s'opposent pas, je dis pas les individus à titre individuel, mais dans l'enseignement et la transmission du savoir. Hein, et je parle pour le jazz, ou ce qu'on appelle le jazz. Ça ne pose plus des questions, ou en tout cas pas dans le cadre de l'enseignement, hein, ça ne pose plus de questions politiques, ça ne pose plus de questions religieuses ou spirituelles, hein, chacun l'appelle comme il veut, c'est pas forcément religieux au sens propre du terme, hein, ça peut être des rapports au sacré, au mystère de la vie, au mystère de l'univers, hein, sans lesquels cette musique est impensable. Hein, sans lesquels vraiment, vous pouvez prendre à toutes les étapes jusqu'à Steve Coleman récemment, hein, voilà, et de plus jeunes musiciens aujourd'hui hein, que Steve Coleman qui commence. Hein. Voilà, donc, et ça m'interroge. Donc la question n'est pas de savoir, par exemple, j'en débat souvent avec d'autres personnes qui réfléchissent à ces questions-là et qui se posent la question d'une trahison éventuelle dans le passage d'une forme orale de transmission du savoir à une forme pas simplement écrite mais académique sous la forme des conservatoires, encore une fois, qui existent partout en Europe et en Amérique du Nord hein, désormais pour enseigner ces musiques-là. Il y a, cela étant dit, pas mal de différences entre certains, en tout cas certains, il y a plus, à ma connaissance, il y a plus de... Parce que là aussi, beaucoup de musiciens américains ont intégré ces conservatoires-là et conçoivent leur musique d'une autre manière. Hein. Ces conservatoires ou ces départements de musique au sein d'universités, je parle des États-Unis d'Amérique, et y ont introduit un certain type de questionnement que je n'ai pas encore beaucoup vu ni à l'université ni dans les conservatoires, en France en tout cas. Et donc c'est moi ce qui m'interroge, c'est cette coupure. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas possible si on s'intéresse à ces musiques-là, il est absolument impossible de ne pas essayer de comprendre les règles de construction de Love Supreme de John Coltrane, parce que c'est une musique qui a été pensée et construite d'un point de vue de musicien, hein, bien sûr, qui connaît son métier et qui sait ce qu'il fait quand il le fait comme il le fait et quand il demande à ses musiciens d'intervenir comme ils interviennent. Donc c'est une œuvre qui mérite le découpage et l'analyse musicologique indéniablement. Mais c'est évidemment une œuvre
qui pose d'autres types de questions que simplement celles qu'un savoir-faire technique peut répondre. À ça, je rajouterais si on retourne le problème, on est beaucoup moins gêné à l'idée de faire de la musique, je sais pas, par exemple du Bach, et sans forcément trop se poser la question de la spiritualité de chez Bach. Enfin, évidemment qu'on on le sait parce qu'on a des cours d'histoire de la musique, etc. Mais on n'en est peut-être pas autant, on se sent pas autant obligé d'en être investi pleinement. Alors peut-être que c'est parce que le jazz est plus jeune comparativement à ces autres musiques-là. Donc voilà, c'est la question que je pose. Alors ça, je suis moins spécialiste, je suis amateur de musique classique aussi, mais je suis moins spécialiste de cet univers-là et de comment il se partage chez ces praticiens. Donc je ne peux pas véritablement répondre. Je pense qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent au type de... Voilà, pas simplement des règles de construction. Après, il y a aussi quand même, c'est quand même pas rien. Je veux dire, si... je donne encore une fois, c'est pas mon domaine, mais voilà, je m'intéresse pas qu'à ce qu'on appelle le jazz. Il me semble difficile d'écouter l'œuvre de Gorecki aujourd'hui sans considérer sa forme de mysticisme, qui n'est pas simplement explicite dans les titres qu'il donne à ces différents mouvements. Ça me semble difficile de ne pas prendre en considération les délires de Stockhausen. Je dis délire, mais c'est avec respect, parce que j'en trouve certains assez admirables, d'autres un peu confus. Enfin, ça c'est mon point de vue, mais voilà. Je veux dire, c'est aussi, il y a quand même une intention, mais d'une certaine manière, encore une fois, décalons. C'est comme, il n'est pas possible de simplement analyser au-dessus du volcan de Malcolm Lowry, simplement en analysant sa syntaxe et sa grammaire. C'est pas possible. Il aborde un certain nombre de thématiques et de problématiques, qui sont pas liées simplement à son métier d'écrivain. Je veux dire, pourquoi un musicien, un compositeur ou un ensemble d'improvisateurs travaillant ensemble serait uniquement susceptible de... Je pense que c'est aussi parce que, là je parle pas pour la classique, mais pour le jazz, il a fallu que cette musique obtienne ses lettres de noblesse et se justifie au regard de l'institution, et qu'elle montre qu'elle était susceptible d'analyse musicologique aussi serrée que le classique depuis toujours. Voilà, et donc de se libérer d'un complexe d'infériorité. C'est pas tout à fait fait, mais lorsqu'elle aura fini de se régler ce problème d'infériorité, on pourra peut-être revenir, tout en n'oubliant rien de ce que la musicologie apporte, bien sûr, à d'autres types de questionnements complémentaires, pas ni supérieurs ni inférieurs. Bonsoir. En fait, je voulais vraiment revenir sur ce mot que vous avez prononcé, l'institution, qui pour moi, je trouve, qui a vraiment détruit l'apprentissage, que ce soit de la musique, des arts en général. Et je trouve que l'institutionnalisation, notamment du jazz ici, et la séparation vraiment, je dirais, des pouvoirs, mais la séparation des arts, fait qu'on crée des élèves à la chaîne qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes et qui travaillent dans un but assez flou, puisque vraiment on les spécialise très tôt, très jeunes, sans leur faire découvrir tout ce qui existe, en séparant vraiment tous les départements, que ce soit danse, les départements musicologiques et musiciens. Moi je le vois qu'on est très séparés. Et j'avais discuté notamment avec une écrivaine, Vanina Maestri, qui me disait qu'elle aussi, très tôt, qu'elle a appris à l'université le fait qu'on était très séparés et qu'aujourd'hui elle se sent presque en panne de courant et qu'on ne sait pas où on va parce qu'on est tous très séparés et on n'arrive pas à joindre les deux bouts, et à chaque fois qu'il y a une fusion, c'est toujours confus, c'est toujours compliqué, et que je trouve que c'est très grave actuellement ce qu'on vit, en tout cas notamment au conservatoire, où je ressens beaucoup ça, moi en tout cas, en tant qu'étudiant. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, l'institution elle fonctionne comme ça aussi. Après, encore une fois, la question, et ça c'est très délicat, c'est un sujet, et c'est là que je pense qu'il faut savoir faire preuve de souplesse le plus possible dans notre manière de penser ces choses-là. On ne peut pas vivre sans distinguer. Maintenant, le moment où la distinction commence à prendre valeur de séparation, c'est là où commencent les problèmes. C'est pas la distinction qui est un problème, c'est la séparation. C'est le fait d'utiliser des distinctions qui sont en plus souvent variables et de créer à partir d'elles des séparations. On a un type d'institution dans nos sociétés qui n'arrive à se bâtir et se perpétuer qu'en pratiquant des séparations assez dures, et qui ensuite, pour vaguement les assouplir, va parler de transdisciplinarité, mais y arrive très mal. Parce que c'est un terme qui m'agace, moi, à un point pas possible. La transdisciplinarité, elle est à la base, elle est au commencement. C'est pas un truc qui arrive une fois que les catégories sont créées. Les catégories sont créées sur le dos de la transdisciplinarité, qui est quelque chose, je pense, d'assez consubstantiel. C'est pas la même pour tout le monde, mais voilà. Et elle a même pas besoin de s'appeler transdisciplinarité au départ, d'ailleurs. Donc c'est une manière de compenser a posteriori les séparations abruptes et parfois arbitraires qu'on a créées. Mais elles existent toujours. Elles existent. Un exemple que je prends assez simplement, mais c'est celui du spectre des couleurs.
Si vous regardez le spectre des couleurs, c'est assez édifiant pour ça, c'est magnifique, un arc-en-ciel. Hein, je veux dire, il n'y a pas de séparation entre le jaune et le vert. Hein, c'est graduel, on passe de l'un à l'autre graduellement, donc ça veut dire qu'une certaine manière, dans la nature même, hein, tout est lié dans le prisme, dans le spectre des couleurs, tout est lié. Mais on voit quand même des différences selon qu'on regarde plutôt ici à ce moment-là ou plutôt là. Mais en vérité, ce qui sépare les deux est lié. Moi, je pense qu'on est dans quelque chose de cet ordre. Et qu'ensuite, alors c'est pas forcément dans une sorte d'une gradation progressive comme celle du spectre des couleurs, bien sûr, mais je veux dire, si vous prenez des musiciens, et on peut prendre des exemples contemporains, quelqu'un qui vient régulièrement, j'essaie de rester dans le lieu où nous sommes, hein, qui est régulièrement, peut-être même un peu trop, invité ici à la Villette ou à la Cité de la Musique ou à la Philharmonie, c'est John Zorn. Voilà, on voit bien que John Zorn, c'est quelqu'un pour qui il n'est pas problématique de tout à coup concevoir des œuvres qui soient de hardcore, de klezmer, de classique contemporain ou de jazz post-colemanien. Mais quand je dis ça, alors ça en fait l'artiste postmoderne parfait, certes, mais il ne fait pas tout, John Zorn. Il ne fait pas certaines choses que d'autres ont fait. Randy Weston, lui, pianiste, et aussi pour différentes raisons qui s'expliquent à chaque fois par le parcours des uns et des autres. Il a travaillé avec les Gnawat d'Essaouira et avec donc beaucoup de musiciens marocains en général, parce qu'il a vécu au Maroc. John Zorn n'a pas vécu au Maroc, il est d'origine juive, il a réinvesti la musique klezmer. Donc il ne fait pas exactement tout et n'importe quoi. Et puis c'est aussi un enfant du downtown new-yorkais des années 70-80, quand il avait 15-20 ans. Donc il était aussi BGB, il a vu les groupes de punk, il a vu les groupes voilà, il a été imprégné par ça, même s'il a choisi le jazz. Et un certain jazz d'ailleurs qui était dans la postérité du free jazz. Donc quand on réfléchit à qu'est-ce qu'il fait exactement, il n'est pas tout à fait dans une esthétique du collage, il respecte qui il est, il respecte ses origines, il respecte son apprentissage, il respecte un parcours bien précis. Il va pas tout à coup, sous prétexte de diversité à maintenir à tout prix, faire un truc avec Negnawa d'Essaouira. Ça, Randy Weston l'a fait. Randy Weston avait des raisons de le faire. Hein, de la même manière qu'aujourd'hui, ici en France, enfin, ça fait quelques années, hein, Bernard Lubat réinvestit des choses de Gascogne parce qu'il est du coin. Et qu'il a trouvé un intérêt, voilà, sans faire dans le folklorisme ou dans le régionalisme non plus. Hein, voilà. Donc on voit aussi à chaque fois, et ça c'est en termes presque phénoménologiques, on voit comment ces choses-là qui sont... On voit des distinctions, parce que le hardcore, je vois, moi, a priori, la base, quel peut être le lien entre le hardcore, et en plus, il a d'autres centres d'intérêt, hein, la musique post-romantique, une certaine musique post-romantique, voilà, c'est surtout celle-là qui réinvestit comme compositeur, moi je trouve, hein, Zorn, le klezmer, même s'il appelle ça le new klezmer, peu importe, et le jazz colemanien, moi je fais pas de rapport entre, je fais plutôt des distinctions, mais lui il fait des rapports. Il fait un rapport aussi parce que positionnellement, en tant qu'individu, à l'époque où il a grandi, dans les communiqués où il a grandi, il a pu faire ces rapprochements-là, qui parlent de lui. Si quelqu'un d'autre le faisait, ce serait peut-être arbitraire. Justement, peut-être, je propose en dernière question, et puis parce que ça fait déjà un bon petit moment qu'on discute, et puis après je vous invite à venir vous poser vos questions de manière informelle. Justement, sur tout ce que tu as dit, sur ces points de passage, ces gradualités, et à la fois l'écoute de Stockhausen à travers ses délires mystiques. Moi, il s'avère que j'ai lu le chant jazzistique après avoir lu Frontières du monde habité, donc ton recueil de poésie qui est là. Donc j'ai lu le chant jazzistique à travers finalement une autre pratique. Et je voulais savoir, du coup c'est peut-être une question un peu plus personnelle, justement savoir comment toi, finalement dans peut-être tes manières de dire le monde, ou je sais pas comment on peut faire le lien entre ton travail d'anthropologue et de poète, comment justement tu t'envisages, comment tu nommerais un peu ces pratiques-là, comment tu envisagerais les points de passage entre les deux, voilà. Alors ça c'est une longue histoire encore. Alors pour faire court quand même. En fait, ce que j'ai commencé par dire au départ, moi j'ai fait de l'anthropologie parce que... comment le dire ? Parce que je me suis posé une question assez jeune, en fait, adolescent, voilà, sur la... je cherche une manière pas sentencieuse de le dire, mais c'est difficile. Ouais, sur la beauté du monde, ouais. Ah si, allez, allons-y. Et en fait, le rapport entre ce que j'éprouvais comme la beauté du monde et ce que j'ai découvert aussi comme sa laideur m'a posé beaucoup de questions.
Et quand je parle de laideur, c'est pas au sens où les artistes peuvent éventuellement jouer avec l'absence de conventions contre les conventions. C'est pas dans ce sens-là, c'est la laideur au sens social, politique et économique. Hein. Et j'avais du mal à concevoir, faire le rapprochement entre les deux. Voilà, c'est tout. Et donc, à un moment, je me suis dit qu'il suffisait pas de se prétendre, de se vouloir artiste, tout en conservant des pratiques qui m'étaient absolument nécessaires et personnelles, comme l'écriture poétique, mais que j'avais envie de comprendre ce monde-là en utilisant un certain type d'outils que j'ai pas découvert tout de suite. J'ai pas découvert l'anthropologie à 10 ans. Hein. Mais dans mon parcours au lycée, j'ai rencontré des anthropologues. C'était très concrètement, c'était les 500 ans de la soi-disant découverte de l'Amérique. Donc il y avait une quantité de manifestations en 1992, quand j'étais encore au lycée, qui se sont organisées à l'époque pour protester d'un point de vue indigène sur ces questions-là. Et pas qu'indigène d'ailleurs. Hein. Donc j'ai pu assister à quantité de conférences, et notamment de quelqu'un que j'estimais déjà beaucoup comme écrivain et poète, Édouard Glissant. Sur ces choses-là, et un jour Édouard Glissant a fait une conférence avec un anthropologue, Robert Jolin, qui est ensuite devenu mon professeur et qui m'a donné envie de faire de l'anthropologie, à l'entendre parler, à entendre sa compréhension du monde. Donc l'anthropologie, c'était pour moi c'était la science humaine et sociale la plus proche de la compréhension de ce que la poésie pouvait être aussi, tout en respectant la complexité, hein, comme on dit tout à l'heure, du monde. Donc ce sont des choses que j'ai menées d'abord j'ai vu le lien, mais je les ai menées parallèlement aussi, parce que quand on est étudiant, il faut d'abord être un étudiant sérieux. Et au bout de quelques années, éventuellement, on peut s'autoriser des libertés. Non, j'exagère, je caricature quand je dis ça. Mais en plus de ça, j'avais découvert aussi certaines des personnes dont je vous ai parlé. Moi, quelqu'un qui est très important pour moi, qui est exactement... c'est pas un modèle du tout, mais moi je suis pas le premier à avoir fait cette sorte de triangulation. C'est Michel Léris, qui a été membre du groupe surréaliste, poète, l'un des premiers à parler du jazz, donc je l'ai cité tout à l'heure dès les années 20, et il s'y est intéressé jusqu'à la fin de sa vie, et qui est devenu au cours de son existence anthropologue. Et sa manière de s'interroger, donc c'est vraiment été quelqu'un qui m'a profondément marqué. Je sais pas si je réponds correctement. Voilà. Après, j'ai continué mes expériences et puis à un moment, je me suis dit, elles sont peut-être conjugables. Allez, j'ose. Eh ben, osons. Merci beaucoup. C'était très plaisant. On va pouvoir continuer autour du petit pot que nous offre le BDE et qu'on remercie. Donc, si vous avez toute autre question à poser, discussion à commencer, on va pouvoir le faire de façon un peu plus informelle. Et puis, merci à tous d'être venus. Ouais, merci à vous.